événement au Luxembourg, en Belgique, en France, qui nous rejoignent pour cet événement avec et pour notre réseau des écoles ambassadrices dans ces trois pays. Ravi que vous soyez parmi nous. On a une conférence donc en effet trilatérale aujourd'hui avec des eurodéputés luxembourgeois, français et belges. Je vous demanderai, je vais le refaire aussi au cours de notre conférence, de garder, voilà, je le fais déjà maintenant parce que je m'entends résonner, de vraiment éteindre votre micro, de mettre votre micro en sourdine. Si je vois que ce n'est pas le cas et qu'il y a un méchant élément parmi vous, je plaisante. On peut vous mettre en sourdine aussi, mais c'est plus simple si vous le faites de votre côté. Bien sûr, on veut aussi donner au maximum la parole à vous, les élèves. Là, ce sera le moment, bien sûr, de mettre votre micro en route. Autre détail important, on est dans le monde, à cause des circonstances qu'on connaît tous, digital actuel, ce qui ne veut pas dire que c'est quand même, ça peut être très sympa de se voir. Donc, n'hésitez pas de mettre, s'il vous plaît, je vous demande de mettre vos caméras en route. Comme ça, on n'a pas l'impression de parler dans le noir. Donc là, je vois déjà qu'il y en a pas mal qui se sont branchés, qui ont allumé leur caméra. Merci beaucoup pour ça. Et avant qu'on se lance, je dirais qu'on donne la parole au président de notre institution, à Monsieur David Zassoli, qui a enregistré un message pour vous, chers seniors ambassadeurs, donc chers professeurs du réseau des écoles ambassadrices et chers juniors ambassadeurs, donc chers élèves. David Zassoli, cher président, la parole est la vôtre. Buon pomeriggio, sono molto felice di dire qualche parola a tutti voi, giovani cittadini europei, che vi riunite nel quadro del programma delle scuole ambasciatrici del Parlamento europeo. La crisi di Covid-19 ha reso gli ultimi mesi molto difficili per tutti, ha cambiato le nostre abitudini e immagino che questo valga anche per voi. Probabilmente non potevate uscire di casa per incontrare i vostri amici, avrete dovuto adattarvi a un nuovo tipo di realtà scolastica, forse la vostra famiglia ha vissuto qualche difficoltà economica. Nonostante questo avete continuato i vostri studi sull'Unione Europea. Come avete visto stiamo facendo tutto il possibile per aiutare le economie europee, i nostri stati nazionali a riprendersi dopo questo drammatico shock, esattamente perché vogliamo che ciascuno di voi possa trovare buone opportunità quando lascerà la scuola e comincerà a costruire la propria vita. Non a caso il piano di ricostruzione europeo si chiama Next Generation, cioè voi, la generazione del futuro. Per riuscirci abbiamo bisogno che l'Unione Europea resti unita. Nessun paese può farcela da solo, siamo più forti quando uniamo le forze. E questo l'abbiamo visto in questi mesi di pandemia. E questo è anche il principio fondamentale su cui si fonda la nostra Unione ed è per questo che il vostro lavoro è così importante. Vi incoraggio a continuare a studiare, a parlare dell'Unione Europea, a conoscerla, a fare tutto ciò con i vostri amici, con i vostri genitori, nelle vostre famiglie. Vi prego di condividere ciò che sapete, di sfidare alcune delle credenze comuni sull'Unione Europea, di sfidare quella reticenza che spesso parte della politica trasmette su una presunta lontananza dell'Europa. Dobbiamo costruire il futuro insieme. Il nostro futuro si chiama Unione Europea. Grazie per essere i nostri ambasciatori, continuate a prendervi cura della casa comune, continuate il vostro impegno per costruire l'Europa del futuro. Il faut que j'active mon micro. Voilà, donc un merci au président de notre institution d'avoir enregistré ce message. Et je vois qu'on a un petit souci technique. J'espère que ça ne va pas durer pendant la conférence, mais là, c'est important que j'intervienne par rapport à ça. Donc, petit message à notre responsable pour la gestion de la régie, Marco. Je vois Victoria Weisselgartner du Dunster Lycée du Luxembourg vous a écrit qu'on est saturé à 100. Il faut qu'on ouvre Zoom pour laisser rentrer davantage de participants. Est-ce que tu peux régler le problème au plus vite, chers collègues? Ok. Et qu'en est et pour les députés, est-ce que les députés belges et
Français sont arrivés? Peut-être un petit signe de Yvonne et Ils ne peuvent pas se connecter parce que la réunion ne les permet pas. OK. Marco, Le numéro maximum est atteint. Madame Delbos-Corfid est là, cependant. Madame Guillaume ne peut pas se connecter malheureusement. OK, je demande à... Ni certains lycées français d'ailleurs. OK, Marco, est-ce que... OK, est-ce qu'on sort 2-3 personnes du Zoom ou comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on envoie un nouveau lien? Comment on fait? Parce que là, il faut qu'on trouve une solution quand même au plus vite. Je vais sortir, ça donnera une place. Je suis Catherine du bureau de Paris. D'accord. Je vais demander à Madame Guillaume de rentrer du coup. Alors, chers élèves, si vous nous suivez, je pense qu'il doit y avoir un paquet qui nous suit sur Facebook. Donc voilà, je vous demande il n'y a plus de place dans notre Zoom, vous pouvez suivre soit sur Facebook, soit sur YouTube. Par contre, il est important qu'on arrive à laisser rentrer nos députés, sinon c'est un peu compliqué. Je continue peut-être un peu en vous expliquant le déroulé de notre conférence. On travaille, ça vous a été communiqué en amont, on va travailler avec Slido, donc Slido, slido.com ou bien Slido, sli.do, donc c'est un outil de sondage, de participation dont on aura vraiment besoin maintenant. Et on va vous poser quelques questions. Et je commencerai d'emblée, justement, à vous, chers élèves, de vous poser la question, qu'en est-il de notre liberté d'expression et de la liberté de presse? Donc, vraiment avec le titre de notre conférence d'aujourd'hui. C'est une question ouverte. Répondez tout simplement avec tout ce qui vous vient à l'esprit. Et après, on va y revenir et en espérant de vous pouvoir donner la parole ou peut-être de reprendre ce que vous avez écrit s'il n'y a pas moyen de vous donner la parole. Et ceci dit, je commencerai où je demande encore une fois rapidement à nos collègues en Belgique et en France, est-ce que maintenant tous les députés belges ou les 2 députés belges et français sont désormais parmi nous? Cela ne semble pas être le cas, peu importe. Je vais quand même commencer par donner la parole, parce que je sais que nos 2 députés luxembourgeois sont parmi nous, qui vont s'adresser à 14 écoles, ça j'avais oublié de le dire. Je commencerai par Isabelle Wiesler-Lima. Vous êtes membre du CSV, donc ça c'est votre parti luxembourgeois au Parlement européen. Vous faites partie du groupe du PPE, Parti populaire européen. Vous êtes députée européenne depuis 2019. Dans cette qualité, vous êtes membre de la Commission des affaires étrangères, vous êtes membre de la sous-commission des droits de l'homme et vous êtes membre suppléante de la commission spéciale sur l'intelligence artificielle à l'ère du numérique et membre suppléante aussi de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Vous êtes aussi impliqué dans d'autres domaines, moins en relation avec ce qu'on va discuter aujourd'hui. Peut-être encore, je peux évoquer que vous êtes membre de la délégation pour les relations avec la République populaire de Chine. Peut-être on parlera aussi de Chine au cours du débat, donc j'évoque ça aussi. Et vous êtes membre du conseil communal de la ville de Luxembourg depuis 2005. Et maintenant, Madame Wiesler, je vous donne la parole pendant 2 minutes, chronométré, il faudra chronométrer pour rester dans les temps, pour répondre au titre de cette conférence. Madame Wiesler, la parole est la vôtre. Merci beaucoup. Merci aussi pour la présentation. Je voudrais simplement peut-être ajouter que dans ma vie antérieure, ça ne fait pas si longtemps que je suis au Parlement européen, je suis professeure et je crois que c'est quelque chose qu'on reste toute sa vie quand on le ressent de la façon dont je le ressens. Donc c'est pour moi une très très grande joie d'être aujourd'hui devant vous
et de pouvoir m'adresser à vous de cette façon-ci, même si je préférerais être en contact directement. C'est pour moi un sujet extrêmement important que celui de la désinformation. Euh, D'autant plus quand on a votre âge et qu'on est en train de se former à la pensée. Comment est-ce que j'utilise les informations que j'ai? Quelles sont les informations qui sont justes? À qui puis-je faire confiance? Quand je lis quelque chose, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est faux? Et tout ceci, pour moi, est d'une extrême importance parce que ce que je trouve le plus important, c'est qu'on puisse penser par soi-même et qu'on puisse avoir une opinion qu'on se construit. Or, on a besoin, pour se construire une opinion, de pouvoir la faire sur des faits, sur la vérité. Or, aujourd'hui, c'est devenu très, très, très compliqué avec les médias sociaux, avec les informations qu'on retrouve sur Internet. Et donc, il faut absolument faire un travail à ce niveau-là. Je ne sais pas où j'en suis avec mes minutes. Il vous reste encore 39 secondes. Oh, super. Donc, je pourrais vous dire qu'au niveau du Parlement européen, on est vraiment en train de travailler sur comment aborder la désinformation, comment faire en sorte pour que ce soit quelque part réglé sur Internet. Vous avez tous suivi, je pense, le fait que le compte Twitter de l'ancien président des États-Unis ait été bloqué. Ça a posé des tas de questions. Comment évaluer le fait que ce soit Twitter qui ait décidé de couper la parole au président des États-Unis? Est-ce que ce n'aurait pas dû être une décision politique? On en parlera, voilà. on en parlera. Je vous coupe et je donne la parole à Maria Arena, députée, eurodéputée belge, membre du Parlement européen depuis 2014. Et avant que vous étiez députée, vous étiez ministre fédéral belge. Et aussi, entre 2004 et 2008, ministre présidente de la communauté française de Belgique. Vous êtes présidente de la sous-commission droits de l'homme, donc aussi très en lien avec le sujet des sujets desquels on débat aujourd'hui. Et vous êtes membre suppléante de la commission des affaires étrangères. Madame Arena, je vous donne la parole pour 2 minutes pour répondre au titre de la conférence. Qu'en est-il de la liberté d'expression et de la liberté de presse? Maria Arena, Maria Arena, la parole est la vôtre. Oui, bonjour et merci pour l'organisation de cette rencontre. Comme Isabelle Visser l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est beaucoup mieux en vrai et de pouvoir avoir un vrai échange avec les participants. Mais je pense que c'est bien aussi d'utiliser ces moyens de communication pour suppléer à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui en ce qui concerne les confinements, semi-confinements. Et je souhaite beaucoup de courage aux étudiants parce que moi, si je retourne à ma vie estudiantine, ce qui me plaisait le plus dans cette vie estudiantine, c'était les contacts que nous pouvions avoir entre nous, les échanges autour d'un café, d'une bière belge, et que cette convivialité est quelque chose d'extrêmement important pour pouvoir échanger. Et c'est en lien avec la question de la liberté de l'information et de la liberté de s'informer, parce que je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir échanger les points de vue. Alors, qu'en est-il de la liberté aujourd'hui d'information? Ce que l'on a vu, c'est qu'on a vu apparaître à la fois par le biais des réseaux sociaux un accès à une surinformation, c'est-à-dire à beaucoup d'informations. Je pense que si on regarde aujourd'hui à Hong Kong ou dans d'autres pays, les réseaux sociaux ont permis justement à des mouvements, je dirais, révolutionnaires, entre guillemets, à des mouvements qui ont voulu remettre en question certaines dictatures ou certains régimes. Eh bien, ces réseaux sociaux ont donné la possibilité de s'informer correctement, mais surtout d'échanger et d'organiser un certain nombre de manifestations en ce qui concerne la liberté d'expression.
Et en même temps, on a vu apparaître la volonté des régimes de venir cadenasser l'information au travers de ces réseaux sociaux. C'est ce qu'on a vu par exemple en Inde, dans les régions qui sont proches du Cachemire par exemple, où il y a eu un lockdown des systèmes d'information. On l'a vu aussi au Tigré en Éthiopie, où il y a eu un blocage de l'information par le régime éthiopien pour éviter justement que les personnes de l'extérieur aient accès à ce qui se passait à l'intérieur en termes d'information, mais aussi pour éviter aux personnes qui voulaient s'organiser dans ces pays d'échanger cette information. Donc on voit qu'il y a quelque chose d'important à jouer sur la question de la liberté. Je vous coupe. Je joue un peu l'arbitre aussi en termes de chronomètre, si vous voulez, et je donne la parole à Charles Goerens. Pardon, Maria Arena, j'avais oublié de dire que vous êtes membre des groupes des socialistes et sociodémocrates au Parlement européen, aussi pour compléter votre présentation. Donc, je reviens à Charles Goerens, membre du DP luxembourgeois, du Parti démocratique, et membre du groupe Renew Europe au Parlement européen. Vous êtes aujourd'hui notre doyen entre les députés européens. Vous siégez au Parlement européen sans interruption depuis 2009 et vous siégiez entre 1982 et 1984 et entre 1994 et 1999. Et entre 1999 et 2004, vous étiez ministre de la coopération, action humanitaire, voilà, on y arrive, de la défense et de l'environnement, et aussi pour quelques jours aussi ministre des Affaires étrangères du Luxembourg. Vous êtes vice-président de la Commission des Affaires constitutionnelles et vous êtes membre de la sous-commission des droits de l'homme. Et maintenant, Monsieur Goerens, je vous donne la parole pour 2 minutes pour répondre au titre, au sujet de la conférence d'aujourd'hui. Merci Jonathan, je salue aussi toute la communauté qui assiste à notre échange de vues. Juste une remarque préliminaire, je vous avais dit à l'entrée de cette réunion, dans la phase préparatoire, que je devrais m'absenter pendant 10 minutes tout à l'heure parce que mon bureau a accepté 2 conférences en même temps. Je devrais tirer les conclusions d'une autre. Donc, vers 10h30 à peu près, je devrais m'absenter pendant quelques minutes. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Alors, quant à la question de savoir ce qu'il en est de la liberté de la presse, ma réponse va être une réponse en 3 temps. Premièrement, la liberté de la presse et la liberté d'expression est garantie par la loi dans notre pays, dans les 27 pays de l'Union européenne, aussi dans les conventions internationales, et notamment la Déclaration européenne des droits de l'homme, ainsi que dans le droit européen, dans la Charte des droits fondamentaux. Deuxièmement, la question de savoir si la liberté d'expression et de la presse est menacée. Je crois qu'il y a 2 sortes de menaces qui pèsent sur la liberté d'expression. La première est une menace assez subtile. Il y a beaucoup d'organes de presse qui sont rachetés par des groupes importants, concentrés en une seule main, ce qui est le cas en Hongrie notamment. L'une des pistes qu'explore, continue à explorer et à le faire efficacement, malheureusement, c'est Orban qui se met sous la main la plupart des organes de presse, donc sous le contrôle du pouvoir en place. Et deuxièmement, une façon plus subtile, bien entendu, elle est créée en fait par le contexte dans lequel nous vivons. Est-ce que la liberté de la presse est menacée aux États-Unis? Non. Mais sous Trump, on a très bien vu qu'il a écrasé la presse existante, donc des organes aussi importants que le New York Times, le Washington Post, par sa présence sur les médias. Est-ce que la présence sur les médias est illégale? Non. Mais ce qui est illégal... Oui. On en parlera aussi des questions des États-Unis et des réseaux sociaux, surtout du sujet de Donald Trump. On y reviendra. Benoît Lutchen, le tour est à vous. Vous êtes député européen belge de Bastogne. Vous êtes maire ou bourgmestre depuis 2012. Entre 2004 et 2011, vous
étiez ministre wallon, vous êtes député européen donc depuis 2019. Faites partie du groupe du Parti populaire européen, ensemble avec Isabelle Wieseler-Maille. Votre parti en belge s'appelle Parti démocrate humaniste. Monsieur Lutgen, vous avez 2 minutes pour répondre au sujet du débat. Voilà, comme ça, c'est mieux. Merci à vous et merci pour l'organisation de ce débat. Beaucoup de choses ont déjà été dites par mes prédécesseurs. Je vais essayer d'être le plus concentré possible pour répondre à la question. Premier élément, pour moi, il y a effectivement tout l'impact, bien sûr, des réseaux sociaux. On y reviendra sûrement sur la réalité de la course, quelque part, aussi à l'information, avec tous les risques de désinformation, la qualité de l'information qui doit être garantie par la presse, par les journalistes, à condition qu'ils en aient les moyens. Ça vient d'être exprimé. Je pense que la concentration en Europe, dans certains pays, on a parlé de la Hongrie, mais il y a bien d'autres pays, même parfois chez nous, où la concentration dans des grands groupes de presse de l'ensemble, une forme de monopole quelque part de la presse, est un danger auquel on doit faire très attention dans tous nos pays pour accepter, pour faire en sorte surtout que le pluralisme soit encore de vigueur sur l'ensemble de notre territoire. Deuxième élément, c'est le défi bien sûr qui est lié à la désinformation en général. Vous venez de l'exprimer. Je pense que c'est une question pour moi de formation et d'éducation. Et on est au balbutiement au niveau scolaire, au niveau pédagogique en la matière, c'est de pouvoir décortiquer une information, de pouvoir aussi avoir le sens critique, le développer au maximum pour tous ceux qui ont accès effectivement à ces informations. Ça, c'est un travail qui demande de développer pour tout un chacun l'esprit critique, parce que c'est vrai que la liberté de la presse, elle est garantie. Nous sommes pour l'exemple des États-Unis, ça n'a pas empêché, ça n'empêche pas aujourd'hui qu'il y ait près de 40% des électeurs de M. Trump qui pensent qu'il a gagné les élections et que c'était un vol en la matière. Donc voilà, je pense que l'esprit critique, le développement de l'esprit critique, et ça s'adresse directement notamment à l'espace scolaire et l'espace pédagogique, il y a beaucoup de choses à réaliser en la matière, on y reviendra certainement pendant le débat. Je vous remercie. Merci, monsieur Lutgen. Il nous reste 2 députés à présenter. Avant qu'on y arrive, je rappelle qu'on a une question ouverte dans Slido, donc la même question aussi auquel répondent nos députés actuellement. Donc, qu'en est-il de notre liberté d'expression et de la liberté de presse? C'est un sondage ouvert, donc on n'a pas encore eu de réponse, mais ce serait très très chouette d'en avoir de votre part. Si vous êtes sur Slido, sur le côté gauche, et donc il y a voilà, vous pouvez ouvrir 2 fenêtres. Il y a Q&A, donc là vous pouvez poser des questions. Les questions que reçoivent le plus de votes, vous pourrez les poser directement aux députés. Voilà, je referme la parenthèse pour présenter Sylvie Guillaume, qui est députée européenne depuis 2009, groupe qui est du Parti socialiste français, donc qui fait partie du groupe des socialistes et sociodémocrates au Parlement européen. Pendant l'ancienne législature, vous étiez vice-présidente de notre institution. Entre 2001 et 2014, vous étiez adjointe au maire de Lyon et vous êtes membre de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Sylvie Guillaume, vous avez 2 minutes pour répondre au sujet de la conférence. Merci et merci de cette rencontre aujourd'hui. Je signale quand même que j'ai eu 20 bonnes minutes presque de difficultés de connexion, donc j'espère que je ne vais pas utiliser tout mon temps à répéter des choses que mes collègues ont déjà dit et j'en serais désolée. Peut-être quelques mots effectivement en introduction pour amplifier ce que disait M. Lutgen à l'instant. Moi, je pense que la liberté l'expression de la liberté de la presse doit maintenant faire avec les réseaux sociaux. Je sais que nous allons en parler plus tard, mais je voulais indiquer à ce stade combien ils peuvent amplifier une forme de difficulté et ce qui rend nécessaire évidemment tout ce qui s'appelle la littératie sur l'éducation numérique. C'est très important. Si on devait résumer finalement sur les réseaux sociaux, je dirais que le bon principe est celui qui a été édicté ces derniers temps, c'est-à-dire de ce qui est illégal hors ligne doit être également illégal en ligne. Et si on part de là, je pense qu'on peut arriver à mieux réguler les choses, puisque cette régulation est importante, afin d'éviter des passages à l'acte, qui soient d'abord souvent anonymes, sans brider la liberté d'expression.
Régulation, mais il faudra s'interroger peut-être dans ce débat de comment on le fait. Est-ce que ce sont les institutions politiques? On a quelques textes en cours maintenant qui arrivent sur DSA, DMA, ou bien les tribunaux. Et puis surtout cette question de la transparence dans la manière de réguler. C'est le premier exercice complexe. Le deuxième équilibre complexe à réaliser s'agissant de notre sujet, c'est savoir comment, parce que le sujet, c'est pas vraiment comment on évite comment on renforce la liberté d'expression, c'est en ce moment comment on évite qu'un certain nombre de gouvernements brident cette liberté d'expression. Et j'ai envie de le dire tout de suite, ça n'est pas réservé à certains gouvernements parmi les États membres, mais c'est vraiment une valeur absolue qui partout doit exister. On voit maintenant les dérives en Slovénie et on sent bien que cette question de comment on s'attaque à la liberté, comment on s'attaque au respect je vais le dire autrement, comment la liberté d'expression est partout respectée et valable partout. Merci, 2 minutes Sylvie. 4. Merci, Sylvie Guillaume. Voilà Dernière la députée qu'on présente, qui doit encore se présenter, c'est Madame Gwendoline Delbos-Corfield. Vous êtes membre en France du parti Europe Écologie Les Verts, donc vous faites partie des Verts, du groupe des Verts au Parlement européen. Vous êtes députée européenne depuis 2019. Avant, vous étiez, par exemple, entre 2010 et 2015, conseillère régionale Rhône-Alpes. Et au Parlement européen, vous siégez dans la Commission des affaires constitutionnelles, donc ensemble avec M. Goerens. Et vous siégez à la Commission spéciale sur l'ingérence étrangère dans l'ensemble des processus démocratiques de l'Union européenne, y compris la désinformation. Donc, c'est très en ligne avec notre débat d'aujourd'hui. Vous êtes membre suppléant de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Madame Delbos-Corfield, la parole est à vous. Vous avez 2 minutes. Merci, bonjour à tous. La liberté d'expression et la liberté journalistique, je crois d'abord que c'est important de le dire, c'est un des piliers de la démocratie. Si on en parle avec tant de monde en phase et qu'on est tous prêts à la défendre, c'est bien pour ça. À côté du droit de vote pour tous, à côté de la séparation des pouvoirs entre justice et gouvernement, exécutif et législatif, il y a cet autre pouvoir qui est le pouvoir médiatique et qui permet de dénoncer des abus, qui permet de faire savoir ce qui ne doit pas, ce que certains parfois ne veulent pas être dit. Et depuis toujours, gouvernement ou puissants ou parfois des choses cachées, essayent de cacher des choses, et c'est le rôle notamment des journalistes d'informer là-dessus ou des lanceurs d'alerte quand il s'agit de choses qui sont liées à des entreprises ou à des milieux professionnels spécifiques. Aujourd'hui, partout dans le monde, cette liberté de la presse, elle est régulièrement attaquée, c'est rien de nouveau. Il y a des associations internationales qui notent l'état de la liberté de la presse dans les différents pays, et c'est toujours intéressant d'aller voir, RSF notamment. Et puis, aujourd'hui aussi, dans nos États membres, alors qu'on pensait peut-être que c'était un acquis, on voit effectivement des attaques régulières. On en voit des très fortes dans certains États membres, ça a déjà été évoqué, et des un peu moins fortes un peu partout, parce qu'encore une fois, chaque gouvernement va vouloir parfois éviter que tout soit dit. Ça passe par plusieurs techniques. Il y a la répression brutale, ça on le voit peu dans l'Union européenne, heureusement, on le voit beaucoup dans d'autres pays. Ça passe par l'étouffement financier, je crois que ça a été bien expliqué par Charles Goerens. Un étouffement financier qui vient des États eux-mêmes ou qui vient de concentration des médias, ça a été dit par Benoît Lutgen, par les entreprises. Ça passe aussi par effectivement des fois désinformer, raconter des choses. Et la désinformation, je voudrais le dire, c'est pas que le fait d'outsiders, c'est aussi le fait parfois des gouvernements eux-mêmes ou de puissants. On l'a vu avec effectivement Trump aux États-Unis. L'Union européenne doit agir là-dessus et elle tente de le faire. Le pluralisme doit continuer à exister. On doit toujours vouloir que même si on n'est pas d'accord avec une idée, elle existe. Et puis, effectivement, on doit éduquer sur la question des réseaux sociaux, qui est une question un peu plus difficile, parce que comment ne pas censurer ce qui se dit sur les réseaux sociaux, parce que c'est aussi des espaces de liberté, sans pour autant laisser tout dire. Merci, Madame Delbos-Corfield. D'emblée, on avait réalisé qu'on avait eu quelques problèmes techniques, comme ça peut arriver pour ce genre de conférence. On n'est pas au complet en ce moment, ce qui est bien, parce que pourquoi je dis ça? S'il y a des élèves, parce qu'on avait promis à des élèves de pouvoir faire une présentation sur des personnes qui leur sont importantes sur ces sujets sur lesquels on discute. Si maintenant vous n'êtes pas dans Zoom et vous voulez faire, ou personne de votre établissement est dans Zoom et vous voulez faire une présentation, essayez de vous connecter, mais vraiment seulement si vous êtes les personnes qui voulaient faire la présentation. J'adresse cela tout d'abord
à l'Athénée Royal Commonwealth, je suis désolé si la prononciation n'est pas parfaite, de Woluwe. Juliette qui peut faire une présentation. J'espère que Juliette est parmi nous dans Zoom. C'est une présentation d'un caricaturiste. Pourquoi je dis caricaturiste? Pourquoi je choisis cette présentation en premier? Quand on a réfléchi entre les bureaux du Luxembourg, de France et de Belgique, qu'est-ce qui a un peu déclenché cette envie d'organiser cette conférence? C'était le fait qu'un professeur français s'est fait décapiter, M. Samuel Paty, pour le nommer, pour avoir montré des caricatures Mohamed. Donc voilà, raison pour laquelle je souhaite donner la première parole d'élève à Juliette. Est-ce que Juliette peut nous faire signe, soit dans Zoom ou quelqu'un de son établissement? Est-ce que Juliette est prête pour faire la petite présentation? Je suis là, monsieur. Génial. Bonjour Juliette. Donc, tu as 90 secondes et après, on laissera 2 députés réagir par rapport à tes propos. Juliette, la parole est à toi. Alors, je vais présenter Philippe Leduc, qui est un auteur et le créateur du fameux chat. Dans ses BD, il nous montre qu'en Belgique, nous avons la liberté d'expression et il parle avec beaucoup d'humour de tous les problèmes avec notre société qui nous touchent un peu ou beaucoup. Il a essayé à travers le chat de nous poser des questions comme l'une des plus importantes, peut-on rire de tout? Cette question, il va y répondre sous plusieurs formes tout au long de sa carrière, qui est loin d'être finie. Pour lui, on peut rire de tout à une seule condition, on connaisse le sujet. Il vous montre bien en riant plus de la religion catholique que de toutes les autres religions. Il prône que la liberté d'expression ne doit pas être une arme pour critiquer des choses que l'on ne connaît pas, mais une liberté qui peut nous aider à faire changer les choses. Voilà. Il faut que j'allume mon micro. Merci beaucoup Juliette pour cette petite présentation. J'en profite peut-être pour lancer, parce que le dernier sondage n'a pas créé trop d'interaction. J'espère qu'on va changer ça avec la prochaine question qu'on va vous poser dans Zoom. C'est les limites. Est-ce que l'art peut avoir des limites? C'est une question oui ou non. Et après, qui se répond par oui ou non. Et après, je vais choisir au pif quelques élèves pour motiver leur choix, si l'art doit être soumis à des règles, des limites de déontologie. Jonathan? Oui, Philippe. Je peux juste Oui, vite dire sûr. quelque chose. En fait, Philippe, c'est on a mon beaucoup... gentil collègue qui s'occupe de Zoom. Voilà. Donc, Philippe de Ternet, Slido comme ça, plutôt. vous le voyez. De Slido, pas de Zoom. Voilà. Voilà. En fait, on a beaucoup de réponses au premier sondage. Ah oui? Donc, je ne sais pas si on veut jeter un œil. Oui. Bon, alors c'est mon ordinateur qui bug. Très bien. Moi, j'en vois pas. Bon. Écoute, Tu veux que je partage l'écran? ça serait très chouette. Oui. De toute façon, ça, tu peux faire ça de temps en temps. Voilà. Peut-être dans 2 minutes, on laisse d'abord réagir 2 députés au propos de Juliette. Et après, on va revenir au sondage et peut-être aussi à cette question que je viens d'évoquer. Donc, revenons à ce que Juliette vient de dire et la présentation des caricatures, que l'humour doit être compris. Quel député veut prendre la parole en premier par rapport à ça, pour 60 secondes? Je vois Benoît Luchen lever la main. Monsieur Luchen, vous avez 60 secondes. Merci à vous. Simplement pour exprimer ceci, je pense que la liberté d'expression au travers notamment des caricaturistes ou de l'humour a régressé ces dernières années, fortement. Alors fortement, pour quelles raisons, sur quel sujet? Sur 3 sujets qui me paraissent de plus en plus compliqués à aborder sans que ça ne crée des mouvements parfois extrêmement violents, à la fois sur des aspects religieux, certainement. Les caricatures et l'humour au niveau de la religion ou des religions en général et la liberté d'expression en la matière a reculé, sur des aspects liés aux races, certainement. C'est le deuxième élément. Et plus globalement, par rapport à des enjeux qui sont liés à la démocratie. Mais c'est surtout au niveau religieux. Les faits religieux en tant que tels aujourd'hui créent effectivement et suscitent des mouvements extrêmement importants suite à des caricatures, suite à des expressions qui peuvent exister. Si vous voyez, je vais prendre un exemple pour l'illustrer et j'en termine.
Ça se retrouve aussi dans l'art, et dans l'art notamment au niveau du cinéma. Vous connaissez certainement le film Rabbi Jacob, avec Louis de Funès, je prends toujours cet exemple-là. Rabbi Jacob, aujourd'hui, ce film serait réalisé et produit, je pense qu'il y aurait effectivement des manifestations, des violences, des heurts, suite à un film comme celui-là, qui est pourtant, voilà, qui fait partie de la réalité du cinéma français, mais qui ne serait plus possible aujourd'hui. Il ne serait plus possible de produire ça de la même façon aujourd'hui, de réaliser ça de la même façon aujourd'hui, sans qu'il n'y ait toute une série de mouvements en la matière qui seraient importants de contestation, de protestation. Voilà, je prenais juste cet exemple-là. Voilà, je vous en prie. Merci, Monsieur Lutchen. Madame Wiesler, je vous donne la parole à vous en tant qu'ancienne prof, ou si peut-être je vous laisse réagir à cette intervention de Julien. Si je réfère, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était cette idée de dire qu'il faut comprendre le sujet avant de le traiter, avant de s'exprimer dessus. Je trouve que c'est vraiment très important. Et par rapport à ce que vient de dire Benoît Lutchen, les sensibilités changent. On n'est pas aujourd'hui, ce qui est acceptable et ne l'est pas, n'est pas la même chose que ce qui était acceptable et ne l'était pas il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'ailleurs que les enseignants essayent beaucoup de transmettre aux élèves, qu'ils comprennent qu'une époque n'est pas la même chose qu'une autre époque et qu'on doit juger les événements en se restituant dans les contextes. Et nous devons faire attention tout simplement aux sensibilités des différentes époques, tout en gardant la liberté d'expression. C'est toute la difficulté. Les sujets seraient faciles, on ne serait pas en train d'en discuter. Mais c'est justement trouver cet équilibre entre dire, faire de l'humour. Merci. Okay. Je vois que Charles Goerens a levé la main. Est-ce que vous nous avez déjà quitté pour 10 minutes ou vous allez encore le faire? Mais je vous laisse réagir à cette question rapidement, comme vous allez être parti pendant une petite dizaine de minutes. Charles Goerens, la parole est à vous. Oui, c'est bien aimable de me faire intervenir maintenant parce que dans quelques minutes, je devrais vous quitter pour une dizaine de minutes. Je crois que la question soulevée par Juliette nous renvoie à la question de savoir est-ce qu'il faut autoriser le blasphème. Ma réponse est absolument affirmative, mais en France, on a vu ce que ça a donné. Avec la publication des caricatures par Charlie Hebdo, des gens se sont mis en danger. Alors, le grand danger consiste aujourd'hui à voir certains organes de presse pratiquer l'autocensure. La censure n'est pas imposée par la loi, mais la censure s'applique aux organes mêmes et c'est eux qui décident de ce qu'ils vont publier ou non. Alors, pour faire court, pour moi, mon principe, c'est la loi permet la foi, mais la foi ne doit pas faire la loi. Donc, liberté d'expression totale dans la mesure du possible. Il y a quelques exceptions dont on pourra parler plus tard, mais je crois qu'on est actuellement soumis à des pressions de part et d'autre qui rendent la liberté d'expression extrêmement hasardeuse. Merci Charles Goerens. Et peut-être Philippe Ternès peut partager maintenant les résultats de notre petit sondage. Philippe, peut-être je te donne la parole pour en faire la présentation. Alors, quelles sont les réponses qu'on a obtenues? Sylvie Guillaume, je vois que votre main est levée. Je vous donnerai la parole pour la prochaine question qui sera, ou la prochaine présentation des élèves. Alors, qu'en est-il? Il y a des lois et des limites. Philippe, tu veux peut-être présenter un peu ces résultats qu'on voit aujourd'hui? Jonathan, moi non plus, je n'ai pas eu le temps maintenant de les lire bah toutes. on lit ça ensemble. Oui. Avant de venir à la présentation, peut-être ils peuvent déjà se préparer. L'Athénée royal Tille-Lorrain de Verviers aura la parole. Émilie Iman, ce sera la présentation de Ricardo Gutiérrez. Et ce sera aussi le moment où on donnera la parole aux autres députés pour réagir à cette présentation. Mais jetons encore
un regard, donc ce qui est écrit ici, donc liberté d'expression est important. Par contre, il ne faut pas pousser les limites. Et justement, de ces limites, on en parlera de moquer de quelque chose ou en blessant quelques spectateurs. OK. Ça, c'est peut-être... Alors ça a été mis 3 fois. OK. Bon, par erreur, je suppose. Question... Élément très intéressant, parce que si on veut plus baisser qui que ce soit, peut-être qu'on ne se permet plus rien. Peut-être la personne qui a écrit cela peut garder ça en tête et on va lui donner la parole, si elle est parmi les nôtres, pour expliquer pourquoi il ou elle a écrit cela. Voilà. Merci donc pour cette participation à ce premier sondage. Et donc, je pose la question à Émilie Iman de l'Athénée Royal de Verviers. Est-ce que vous m'entendez? Et est-ce que vous êtes prêts pour votre petite présentation? Oui, bonjour. Voilà, ça résonne. Donc, peut-être que vous avez plusieurs micros allumés. Oui, attendez. C'est bon? Oui, on est là. OK, parfait. La parole est à vous. Vous nous présentez Ricardo Gutiérrez. Oui, oui. Donc, le journaliste que nous avons choisi de présenter est Ricardo Gutiérrez, et ce pour différentes raisons. Tout d'abord, c'est un journaliste belge qui est très engagé depuis des années, et notamment dans l'enseignement, ce que, en tant que jeunes, nous trouvons important en matière de transmission. Depuis 2013, il est le secrétaire général de la Fédération européenne des journalistes. Il siège au conseil de direction de la Confédération européenne des syndicats et au conseil d'administration de l'Institut syndical européen. Notre choix a aussi été motivé par ses prises de position claires en faveur de la liberté de la presse dans ses écrits et ses actions. En 2020, il demande le retrait de l'article qui interdisait la diffusion des images permettant l'identification d'un policier lors d'une intervention, parce qu'il trouvait celui-ci complètement liberticide et contraire aux standards juridiques européens en matière de liberté de presse. Dans l'affaire du lanceur d'alerte Assange et Wikileaks, Ricardo Gutiérrez milite pour la liberté de la presse en le défendant et en appelant à des manifestations de soutien. Suite aux résultats officiels des élections présidentielles en Biélorussie, Ricardo Gutiérrez s'est alors joint avec les secrétaires généraux à l'appel pour défendre la répression des journalistes. En conclusion, Ricardo Gutiérrez nous est apparu comme une figure importante du journalisme, tant par ses enseignements que par son engagement à défendre la liberté de la presse. Voilà. Un grand merci à l'Athénée Royal Tille-Lorrain de Verviers. Grand merci à Émilie Iman. Et donc, je donnerai à tour de rôle la parole à nos 3 députés qui n'ont pas répondu à la première question, mais qui vont répondre ou à la première intervention, mais qui auront l'opportunité maintenant, en commençant par Maria Arena. Comme vous êtes présidente sous-commission des droits de l'homme, on parlait, les 2 élèves ont parlé aussi de la protection des lanceurs d'alerte. C'est un sujet que vous voulez aborder lors de ce débat. Je vous laisse réagir. Vous avez 1 minute. Merci. Tout d'abord, merci d'avoir choisi Ricardo comme étant une figure emblématique de la liberté d'expression et de la défense des journalistes. On travaille beaucoup et j'aime beaucoup le travail qu'il réalise justement pour la défense de la liberté d'expression en Europe, mais aussi en dehors de l'Europe et particulièrement sur la Biélorussie. Je pense, comme je le disais en introduction, cet espace de liberté a tendance à se réduire dans le monde, et à voir le représentant de la Fédération européenne des journalistes prendre position sur la défense des journalistes en dehors de l'Europe, pour moi, est aussi quelque chose d'extrêmement important. Par rapport à la première discussion, je pense qu'il est aussi important de dire qu'il existe des lois qui garantissent la liberté d'expression, mais qui aussi protègent contre l'offense, contre le racisme, contre l'antisémitisme. Et donc, il y a parfois des individus qui prônent la liberté d'expression pour ne pas respecter les lois qui leur imposent de ne pas tenir des propos racistes. Et donc, il faut vraiment faire très, très, très attention à effectivement garantir cette liberté d'expression, mais aussi à respecter les lois qui encadrent cette liberté d'expression pour ne pas offenser les personnes. Merci. Sylvie Guillaume. Oui, j'étais inscrite pour la précédente question, mais je vais rebondir parce que je pense qu'il faut utiliser un certain nombre de termes, et c'est ceux-là que je vais utiliser en stigmatisant quelques mots.
D'abord, dans le sujet précédent comme dans celui-ci, ce qui est en résonance et en lumière, c'est la question de la connaissance. Et je trouve que les journalistes, parce qu'ils portent à connaissance, ils obligent aussi à tout un chacun à se mettre à niveau sur la connaissance qu'on a des faits et pas s'en remettre simplement à la petite phrase aux 140 ou 280 caractères. Et le deuxième mot qui me paraît important aussi dans nos débats, c'est la question de l'immédiateté. Tout à l'heure, on parlait des questions de religion et comment est-ce qu'on pouvait rire de la religion. On n'a pas jamais tellement rigolé avec la religion. Regardez dans l'affaire Dreyfus, on rigolait pas trop sur ce sujet non plus. Mais la question de l'immédiateté n'était pas la même que maintenant cette disponibilité permanente via les réseaux sociaux notamment de cette information. Donc voilà, quelques mots de rebond sur la nécessité d'une meilleure connaissance des fonctionnements et aussi du traitement de l'immédiateté de cette disponibilité d'information. Merci, Madame Delbos-Corfield. Oui, le choix de Ricardo Gutiérrez est très intéressant. Effectivement, c'est quelqu'un sur lequel je pense que nous tous, députés européens, quand on travaille sur ces questions-là, on s'appuie. Aux côtés de la Fédération des journalistes européens, effectivement, on rappelle les obligations de l'Union européenne, on rappelle les obligations des États membres, et puis des fois, on rappelle aussi à d'autres pays ce qu'on considère être les valeurs de démocratie et de liberté. Et effectivement, ce n'est pas sans risque. Donc c'est important qu'il y ait des gens qui s'engagent sur ces questions-là et qui, non seulement en tant que journalistes, racontent des choses importantes que d'autres ne veulent pas voir, ne veulent pas savoir, mais aussi qu'effectivement, ils aillent défendre ceux qui se mettent en danger. J'ai pu lire dans ce qu'avaient écrit les étudiants que la liberté d'expression ou la liberté journalistique est en recul. Je crois qu'on ne peut pas dire ça. Je crois qu'elle est tout le temps attaquée parce qu'encore une fois, c'est dangereux, la liberté d'expression. Ça permet de l'exemple Ricardo Gutiérrez qui dit qu'il ne faut pas arrêter de pouvoir filmer la police en France. C'est parce que sinon, ça permet de cacher peut-être des violences policières. Voilà, et c'est le cas un peu partout. Donc, elle n'est pas en recul, mais elle est toujours attaquée. Je ne crois pas que ça soit pire aujourd'hui que ça y était il y a 30 ans. Il y a eu beaucoup de secrets qu'on a cachés pendant très longtemps dans tous nos pays. Et juste sur la question de la caricature, je pense qu'effectivement, c'est très compliqué toujours. La caricature, elle est faite pour déplaire. Elle ne peut pas plaire. La caricature, elle moque. Donc, on ne peut pas dire il ne faut pas que ça fasse du mal parce qu'elle fait forcément du mal, la caricature. La complexité, c'est quand est-ce que c'est de la caricature, quand est-ce qu'il y a un vrai travail de caricaturisme et qu'il y a un vrai travail de dénonciation, et quand est-ce que c'est sur les réseaux sociaux du harcèlement à l'égard d'une personne parce qu'elle n'a pas la bonne couleur, le bon sexe et la bonne religion, etc. Donc là, c'est l'éducation seulement, et c'est vous qui faites ce travail dans vos études de comprendre cette différence. Merci, Madame Delbos-Corfield. Philippe, on a reçu pas mal de questions sur Slido. Partage peut-être avec nous l'écran ou les questions qu'on a, et comme ça, on en choisit ceux qui ont eu le plus de likes. Il faut que tu allumes ton micro pour qu'on t'entende. Philippe. Oui, un petit instant, je vais. Sinon, je pense que là, il y a un problème de connexion du côté de Philippe Ternès. On reviendra aux questions. Ah, on t'avait perdu. Ok, tu peux nous partager les questions qu'on a reçues sur Zoom? Pardon, Jonathan? Je pense que là, il y a des problèmes de connexion. Est-ce que tu peux partager les questions qu'on a reçues sur Zoom? Non, Oui, pas sur Zoom, sur Slido, pardon. Il ne s'affiche pas. Hein. Bon, alors je propose, peut-être toi, tu peux essayer de trouver une solution pour qu'on puisse les voir là dans la galerie. Et on continue alors avec la présentation des élèves avant qu'on va visualiser les questions qu'on a reçues. N'hésitez pas de continuer à contribuer et d'en poser. On y reviendra. On a reçu 3 interventions sur le même sujet. Non, on y reviendra dans un instant. Je les garderai pour après, aussi quand M. Goeren sera de retour, parce que ça le concerne encore beaucoup plus en tant que député luxembourgeois. Avant cela, je donne la parole au lycée Pierre Méchaine de Laon à Enzo Dufresnoy. J'espère que j'ai bien prononcé ton nom.
tu veux nous présenter Hervé Guesquière. Est-ce que le lycée Pierre Méchain de Laon est connecté et peut intervenir? Oui. Génial. Alors, Enzo Dufresnoy, la parole est la tienne. Bonjour. Pardon. J'ai choisi ce personnage car c'est lui qui m'a le plus marqué, un journaliste pris en otage juste parce qu'il voulait nous informer. Depuis 15 ans, 108 Français ont été pris en otage dans le monde, puis libérés ou exécutés. Les statistiques montrent que la période qui va de 2010 à 2014 a été particulièrement vaste en matière de libération d'otages. Hervé Guesquière est né le 5 février 1963 à Lille. Il a donné des cours de journalisme, reporter d'images, puis est devenu un journaliste de télévision française. Un grand reporter depuis les années 1990, il a travaillé pour les chaînes télévisées France 2 et France 3. Âgé de 54 ans, Hervé Guesquière est décédé en 2017 à Paris des suites à une longue maladie. Depuis le début des années 1990, le journaliste avait parcouru le monde pour couvrir plusieurs conflits en Croatie, en Bosnie ou encore en Rwanda. Le 30 décembre 2009, lors d'un tournage en Afghanistan, Hervé Guesquière et son collègue Stéphane Taponnier sont enlevés par un groupe de talibans alors qu'ils interrogeaient des civils pour terminer le tournage d'un numéro de pièce à conviction. Otages pendant 18 mois, ils sont restés en captivité avant d'être libérés. Les deux journalistes français ont été libérés contre des millions de dollars de rançon versés au Pakistan, assurent des responsables talibans et des experts, ces derniers relevant que Paris ne doit nier pour ne pas inciter à de nouvelles prises d'otages. Il y a une atteinte à la liberté d'expression car dans certains pays à risque comme en Afghanistan, la répression est forte pour un journaliste occidental. Pour qu'un journaliste fasse des reportages dans des pays à risque, il doit se soumettre à des contrôles d'identité et le contrôle de leur reportage pour savoir s'ils ont des autorisations. Mais malgré les autorisations, le pays fait souvent une pression sur eux en les mettant en garde s'ils divulguent trop d'informations. Quand un journaliste est pris en otage ou mis en prison, il faut parfois payer ou présenter des excuses au pays qui retient le journaliste. Pour nous, il est impératif que les journalistes européens qui partent faire des reportages dans des zones à risque soient protégés physiquement et diplomatiquement. Merci beaucoup à Enzo et merci au lycée Pierre Méchain d'avoir partagé cette présentation avec nous. Je donne la parole à Maria Arena, qui est spécialiste, je dirais, sur ces sujets. Maria Arena, je vous laisse réagir. Pardon, Maria Arena, petit détail organisationnel. Donc, s'il y a des élèves qui veulent faire des présentations, qui veulent poser des questions, mais qui n'ont pas pu accéder à Zoom, parce qu'on avait ce petit pépin technique au début, vous pouvez y accéder maintenant. Donc, il n'y a plus de limite, vous pouvez y accéder, il n'y a pas de souci. Donc, comme ça, si vous voulez poser vos questions, rentrez dans Zoom et on vous entendra. C'est important. Maria Arena, pardon, maintenant je vous laisse intervenir. Merci. Et merci pour les élèves concernant la situation d'Hervé Guesquière. Je prenais la carte qui a été émise par Reporters sans frontières et qui montre la carte du monde et les endroits où les journalistes peuvent travailler sans risque. Et finalement, on voit qu'il y a très peu d'endroits dans le monde où les journalistes peuvent travailler sans risque. C'est le cas d'une grande partie de l'Europe, mais pas de toute l'Europe. Il y a des endroits, par exemple, où des journalistes ont été assassinés parce qu'ils ont enquêté sur des faits de corruption, par exemple. Et quand on regarde l'intégralité du monde, et particulièrement les zones qui ont été citées, l'Afghanistan, mais les pays du Golfe, une bonne partie de pays africains, la Chine, eh bien, ce sont des zones qui sont classées zones ultra dangereuses. Mais on peut aussi voir la Russie, par exemple, comme étant une zone extrêmement dangereuse. Donc oui, le métier de journaliste est un métier à risque sur la totalité du globe et pour lesquels vous dites qu'il faut effectivement des protections.
Je pense que les journalistes bénéficient effectivement de cette protection, qu'elle soit diplomatique ou autre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à certains moments, il y a des tractations quand il y a des journalistes qui ont été enlevés entre les pays d'origine et les pays dans lesquels ces personnes ont été privées de liberté. Est-ce qu'on peut garantir le risque zéro pour les journalistes? Non, c'est impossible dans la mesure où quand on veut aller chercher l'information dans un pays où cette information, où cette liberté d'expression n'est pas garantie, automatiquement, on se met dans une situation qui est une situation à risque. Et donc, c'est extrêmement compliqué de garantir le risque zéro pour des journalistes. Merci. Isabelle Wiesler, je vous laisse aussi réagir par rapport à cette présentation. Je voudrais aussi remercier Hervé et tous ceux qui ont participé à cette présentation très intéressante. Je comprends tout à fait et je rejoins quand même, je dois dire à 100% ce que Maria Arena a dit, il n'y a pas de risque zéro. Nous continuerons à avoir des journalistes arrêtés dans le monde, malheureusement aussi des journalistes à être tués. Et puis, il y a une chose que je trouve intéressant pour les élèves de savoir, c'est parce que c'est moins connu encore pour le moment, mais une vraie réalité. Un autre danger que les journalistes encourent, et aussi d'ailleurs dans nos pays, où la liberté de la presse elle est beaucoup plus présente, c'est-à-dire qu'on on utilise nos lois, notre système judiciaire, avec tout ce qu'il contient de droits, pour faire des procès aux journalistes et les empêcher de travailler. C'est-à-dire que des personnes puissantes qui ont beaucoup de moyens financiers, des entreprises qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent faire un procès après l'autre aux journalistes et même à des ensembles de médias et qui les mettent ainsi en difficulté. Et c'est un des points où nous sommes aussi au Parlement européen en train de voir comment procéder pour protéger les journalistes et les médias de ce type d'attaque. Parce qu'on met le journaliste, les médias, en situation de faillite et ils ne peuvent plus travailler. Alors les journalistes en association se sont déjà mis ensemble pour essayer de lutter contre cela, mais il faut aussi qu'au niveau institutionnel, au niveau des lois, nous réussissions à mettre fin à ceci. Merci. Merci Isabelle Wiesler. Et je reprends maintenant quelques questions. Il y a une question de Sonny du Lunster lycée, du lycée de Jungminster au Luxembourg, qui est en première position pour les questions posées sur Slido. Quel est le point de vue du Parlement sur la situation des camps d'internement en Chine? Donc là, je pense que Sonny, tu fais référence aux Ouïghours. Comme la question a reçu beaucoup de likes, on l'apprend. Ce n'est pas directement en lien avec le sujet, mais peut-être le lien qu'on peut faire, c'est que comment peut-être aussi l'Union européenne, comment peut-elle agir sur ces questions de droits de l'homme en tant qu'acteur géopolitique. Comment est-ce qu'on peut faire pour imposer nos valeurs dans d'autres sphères mondiales, surtout aussi comme la Chine. Sonny, est-ce que tu es branché? Est-ce qu'on peut t'entendre? Oui, je suis branché. Ok. Est-ce que tu veux rajouter bon, j'ai déjà lu ta question, mais je te laisserai répondre peut-être à l'intervention des députés. Je donnerai la parole tout d'abord à Sylvie Guillaume par rapport à ce sujet. Oui, donc je veux dire, quand je parle du point de vue du Parlement sur la situation des camps d'internement en Chine, c'est qu'est-ce qu'ils en pensent et qu'est-ce qu'ils font pour l'empêcher, qu'est-ce qu'ils font pour, je sais pas, pour intervenir diplomatiquement ou de quelque manière que ce soit pour empêcher. Puisque sur ce que j'ai vu, c'est que ça parle de quand on partage son opinion et que c'est pas forcément en accord avec le gouvernement, on est envoyé là-bas. Sylvie Guillaume, je vous laisse réagir par rapport à cette question. Oui, merci. Sujet très, très important apparu ces dernières années avec ces révélations absolument terribles sur la situation des Ouïghours en Chine.
On a dans notre groupe, mais Maria Arena pourra en parler bien mieux que moi, on a dans notre groupe le fer de lance de la lutte contre cette situation qui est Raphaël Glucksmann. Il est dans ma délégation française et nous suivons avec attention ce qu'il est en train de faire, ce que fait plus, et surtout en espérant qu'on puisse trouver une solution. Le Parlement européen est un peu divisé sur ce sujet. Il y a évidemment des gens qui sont très, très mobilisés, dont nous faisons partie, je pense, autour de cette table, pour essayer de trouver une solution, notamment parce que, du point de vue des droits de l'homme, c'est une situation inacceptable et que, deuxièmement, la Chine fait évidemment une pression terrible en contrepartie sur la question des échanges commerciaux. Vous savez que c'est un sujet en soi, et donc il y a cette espèce de chantage de la Chine, d'aveuglement d'abord, qu'elle ne veut pas voir cette situation, elle ne veut pas entendre ce que dit le Parlement sur ce sujet, et puis pression et chantage assez fort s'agissant de cette situation. Mais soyez absolument persuadés que cette situation est identifiée et que de nombreux parlementaires européens sont très mobilisés sur ce sujet et ne lâcheront pas. Merci Sylvie Guillaume. Je redonnerai la parole pour cette question précise à Isabelle Wieseler. Donc vous aurez un avant sur le temps de parole, mais je rassure les autres députés que sur les autres questions, je vous laisserai intervenir davantage. Isabelle Wieseler, je vous laisse réagir sur cette question. Difficile. Sylvie Guillaume a tout à fait raison. On est extrêmement sensible au Parlement européen sur le sujet. On ne lâchera pas prise, ça c'est sûr, absolument. Et bon, je vois Maria Arena, je suppose qu'elle est tout aussi sur les charbons ardents parce que c'est une question qui nous préoccupe tout le temps et de laquelle nous parlons tout le temps. Maintenant, que pouvons-nous faire, nous, concrètement? Alors, à mes yeux, la première chose est de ne pas se taire, dénoncer, continuer constamment à dénoncer, ne pas laisser un voile dessus et que ce soit tout simplement nié comme ça l'est par la République chinoise. Maintenant, ce n'est pas en dénonçant qu'on va changer quelque chose. Ça, il faut être bien conscient. Je crois aussi qu'il faut continuer à demander aux Chinois que nous voulons que ça change. Maintenant, en demandant, on n'arrive pas non plus à changer grand-chose. Il faut aussi être conscient que même avec des accords économiques, nous n'arrivons pas à changer la situation en Chine. Le gouvernement chinois ne va rien changer, tout simplement parce que nous leur demandons de changer. Par contre, là où je suis vraiment convaincue que nous pouvons agir, c'est chez nous. Nous pouvons nous dire que nous n'accepterons plus l'entrée d'un quelconque produit qui vienne du travail forcé, parce que c'est aussi ce qui se passe dans ces camps-là. Et à ce moment-là, j'espère qu'à travers ce moyen-là, on arrivera à faire changer les choses là-bas. Merci. Je donne la parole à Maria Arena et je vais faire rattraper les autres députés, je vous rassure, sur le temps de parole. Maria Arena, c'est votre sujet de prédilection. Bien sûr, je vous donne la parole aussi par rapport à cette question. Et assez rapidement, par rapport à ce qui vient d'être dit, la Chine est le premier partenaire commercial de l'Union européenne. Ça veut dire que la plupart de nos consommations en Europe sont des consommations de produits qui viennent de Chine. Et donc, ça veut dire qu'on est complice de ce qui se passe aujourd'hui en Chine par rapport au travail forcé. Ça fait 5 ans que je travaille sur la responsabilité des entreprises européennes quand elles produisent en dehors de l'Europe. C'est-à-dire que quand vous achetez un ordinateur Apple, par exemple, ici en Europe, eh bien, vous êtes sûr qu'une partie des pièces de Apple ont été produites dans des camps qui sont des camps de concentration. Et donc, comment faire? Eh bien, en ayant une loi européenne qui responsabilise ces entreprises, mais aussi qui les sanctionne. C'est-à-dire qu'on puisse traîner devant un tribunal une entreprise qui a des pièces, qui utilise des produits qui viennent du travail forcé. Et là-dessus, il y a une tension à l'intérieur du Parlement européen qui est de dire on peut dénoncer et tout le monde est d'accord. Par contre, il y a des parlementaires qui estiment qu'il ne faut pas sanctionner ces entreprises. Moi, je suis de celles qui pensent que si on dénonce, si on a une loi, on doit avoir la possibilité de traîner en justice et de réparer les dommages qui ont été causés par ces entreprises. C'est le cas en Chine, mais c'était le cas du Rana Plaza en Inde, et c'est le cas de bien d'autres pays dans lesquels les dommages de notre consommation sont extrêmement importants, et donc il est temps de corriger cela.
Merci. Maintenant, je donnerai la parole, mais ça sera avec une autre question à Benoît Lutjen. Comme vous êtes notre député européen qui fait partie de la délégation pour les relations avec les États-Unis, j'en profite pour vous poser une question qui est un peu liée à la présentation qu'on a eue de Ricardo Gutiérrez, qui est pour la protection des lanceurs d'alerte. C'est un sujet dont on va maintenant parler aussi avec les 3 présentations aussi des élèves restantes. Par contre, avant de parler de ces présentations, et là, il s'agira d'une autre personne, je veux parler de Edward Snowden, un lanceur d'alerte américain très connu, qui est en asile en Russie. Est-ce que l'Union européenne ou un pays de l'Union européenne ne pourrait pas se permettre d'offrir l'asile à Edward Snowden, ou il ne le fait pas par peur d'amputer ses relations avec les États-Unis? Comment vous voyez cette chose? Excusez-moi, mais j'ai pas entendu j'ai entendu une partie de votre intervention, mais pas tout. Donc je sais pas. Alors, la question, c'est Edward Snowden, un lanceur d'alerte très connu, a reçu l'asile en Russie. Est-ce que c'est pas honteux qu'il n'y ait aucun pays européen, de l'Union européenne, qui a offert l'asile à Edward Snowden, ou c'est des raisons de géopolitique, ou en allemand, il y a ce terme de la realpolitik qui rend totalement impossible d'offrir l'asile à Edward Snowden dans l'Union européenne? Je demande ça dans votre qualité de membre de délégation pour les relations avec les États-Unis. Il a effectivement lui-même, de mémoire, demandé l'asile à la France, notamment, hein, à Paris, sous la présidence de François Hollande, hein, et ça n'a pas été rencontré. Alors, Snowden, c'est un cas un peu particulier. Il faut quand même expliquer l'ensemble du parcours. Il est effectivement lanceur d'alerte et en même temps, il est poursuivi pour des raisons d'espionnage aux États-Unis. Alors, c'est vrai que c'est très particulier. Je me joins à ce que vous dites, hein, que l'Union européenne, aucun pays de l'Union européenne n'ait pu, entre guillemets, l'accueillir. Vous savez aussi que par ailleurs, il y a toute une série de réalités entre les États-Unis et toute une série de pays européens, notamment en ce qui concerne les extraditions. Ces extraditions, elles doivent être rencontrées et on doit respecter effectivement l'ensemble de ce qui était convenu avec les États-Unis, pays par pays. Et donc, tous les pays européens, de toute façon, n'auraient pas pu, en tant que tel, l'accueillir sans être obligés, quelque part, pour respecter les accords que nous avons passés avec les États-Unis, de l'extrader avec toutes les conséquences que ça aurait eu pour lui. Mais c'est vrai que c'est un constat, je me joins à votre constat. Merci, Benoît Lutjen. Il y a quelques députés qui sont à la traîne en termes de temps de parole, entre autres Mme Delbos Corfield et Charles Goren. J'en suis conscient. Vous allez pouvoir vous rattraper, mais avant, je donne la parole à 3 établissements qui veulent faire la présentation et parler du même sujet, de la même personne, qui concerne beaucoup le Luxembourg. Il s'agit d'Antoine Deltour, lanceur d'alerte dans le cas des révélations de LuxLeaks. Commençons peut-être avec là, je me suis perdu sur ma fiche. Commençons alors avec l'école luxembourgeoise l'Athénée, avec Lena Kelsen. Est-ce que tu peux partager avec nous ta présentation pendant 90 secondes avant qu'on donnera la parole à la France pour le même sujet? Vous m'entendez? Oui, mais pas très bien. Peut-être tu peux parler plus fort? J'essaye de parler. Allez, là, c'est impeccable. Vas-y. Ça va? Oui, ça va. Antoine Deltour est né le 28 décembre 1985 à Épinal dans les Vosges en France. Après ses études, il a obtenu un stage chez la très grande, prestigieuse et très grande entreprise de consulting PwC au Luxembourg. Après le stage, il est engagé chez PwC au Luxembourg. Au cours de son travail, il remarque que de très grandes entreprises et multinationales ne payent que 2 à 3% d'impôts et non pas les 29% du taux normal pour entreprises au Luxembourg. Ceci est possible car des firmes comme PwC trouvent pour leurs clients des arrangements appelés tax rulings avec le fisc luxembourgeois permettant à ces multinationales de ne payer qu'un taux d'impôt ridiculement bas. Ces arrangements étaient gardés top secret. En 2010, Antoine Deltour démissionne de son poste chez PwC alors qu'il était devenu senior auditeur. Avant de partir, il copie un dossier dont il dit qu'il était librement accessible chez PwC, contenant
26 000 pages de documents et de centaines de ces tax rulings entre le fisc luxembourgeois et des grandes multinationales d'environ 20 000 pages. Pendant des semaines, il ne les a pas utilisées. Quelques mois plus tard, le journaliste Édouard Perrin le contacte et Antoine Deltour lui confie les 20 000 pages des tax rulings. Édouard Perrin en utilise certaines pour une émission de Cash Investigation et une association de journalistes de différents journaux. L'ICIJ publiera les tax rulings entièrement. C'est le scandale de LuxLeaks qui, à l'automne 2014, met en évidence que de très grandes entreprises s'arrangent avec le Luxembourg pour payer peu d'impôts. Ces arrangements, bien que légaux... Merci, je t'interromps pour aussi donner l'opportunité aux autres élèves de faire leur présentation, parce qu'il s'agit du même sujet. On va en France, on va à Belfort, au lycée Raoul Follereau. Je donne la parole à Lina Saraoui. Est-ce que tu es connectée? Est-ce que tu es parmi les nôtres pour pouvoir faire ta présentation sur le même sujet ou sur la même personne? Oui, bonjour, vous m'entendez? Impeccable. Vas-y. Alors, avec ma classe, on a décidé de travailler sur Antoine Deltour. Du coup, il est né en 1985 à Épinal dans les Vosges. En 2008, il devient auditeur dans une grande entreprise au Luxembourg, un poste avantageux qu'il quitte en 2010 pour ensuite rejoindre l'INSEE Lorraine jusqu'à aujourd'hui. Sa fonction d'expert en audit lui permet d'accéder à des documents confidentiels qu'il révèle publiquement en 2014 pour dénoncer les pratiques de l'administration fiscale luxembourgeoise avec l'aide des journalistes d'investigation du CPI, le Centre pour l'intégrité publique. Les documents révèlent que des rescrits fiscaux permettent aux multinationales de bénéficier de taux d'imposition très faibles sur leurs bénéfices sans exercer d'activité réelle au Luxembourg. Après la révélation du scandale des Luxembourg Leaks, les dirigeants européens dénoncent une fiscalité déloyale envers les pays de l'Union européenne qui va à l'encontre des valeurs d'égalité qu'elle promeut. Pour avoir dénoncé cette pratique de fraude fiscale, Antoine Deltour est d'abord attaqué par son entreprise pour violation de secrets professionnels. Il est condamné puis finalement gracié en 2018 par la Cour de cassation du Luxembourg qui lui décerne le statut de lanceur d'alerte ayant œuvré pour l'intérêt public et qui reconnaît ses nobles motivations par conviction que certaines pratiques d'optimisation fiscale agressive sont contraires à l'intérêt général. Dès sa condamnation, Antoine Deltour reçoit le soutien de nombreuses personnalités publiques, comme celui du lanceur d'alerte Edward Snowden. Depuis 2018, Antoine Deltour s'est engagé dans plusieurs structures pour permettre aux lanceurs d'alerte d'être mieux protégés et accompagnés grâce à leur collaboration avec les journalistes. Merci, je me permets de t'interrompre parce qu'il y a le temps qui court et je donne la parole à Ayona Gambucci de l'Athénée, ou encore une fois du Luxembourg, même école, qui veut aussi qui veut poser des questions par rapport à ce sujet. Ayona, voilà, reprends tes questions pour les poser aux députés. Oui, d'accord. En fait, j'avais choisi la même personne, donc je ne vais pas présenter tout mon document. C'est gentil. Je veux dire que j'ai un peu parlé de ce qui s'est passé aux deux dénonciateurs. Donc, les deux dénonciateurs ont été condamnés à plusieurs mois de prison et à une lourde sanction. Le journaliste n'a été acquitté qu'après que son avocat ait déclaré que ses actes révélaient la vérité et que sa condamnation serait immorale et contraire au fondement de la liberté et de l'expression. Maintenant, les questions. Oui, par la Cour européenne. Faut-il un scandale mondial pour reconnaître les défauts d'un système apparemment démocratique? Un avenir démocratique ne peut-il exister que si les dénonciateurs continuent de révéler des tactiques, des secrets et des défauts? Que faudrait-il pour que les entreprises mondiales et les systèmes malhonnêtes soient honnêtes? Si plus de 31 scandales ne suffisaient pas. C'est un signe que les citoyens, même de l'Union européenne, doivent continuer à remettre en question les actions gouvernementales et ne pas se fier à des communiqués et presse non recherchés et mensongers. Jusqu'à présent, chaque lanceur d'alerte ne fait que révéler la vérité au monde entier sur des systèmes prêchant la liberté d'expression et de la presse. Merci beaucoup, Charles Goerens. Faut-il un scandale mondial pour donner raison à un lanceur d'alerte? Charles Goerens, député luxembourgeois. Non, il faut allumer votre micro pour qu'on vous entende. Voilà. Oui, la présentation par ces trois élèves que je salue m'amène à vous faire part des réflexions suivantes. La première question que je me pose, c'est de savoir
si tout ce qui est légitime, si tout ce qui était légal est aussi légitime. La pratique incriminée était une pratique légale, conforme à la législation luxembourgeoise, mais est-il légitime de taxer des entreprises à un niveau aussi bas? Là, la réponse est bien entendu non. Et quelle a été la réaction et quelle a dû être la réaction des autorités nationales, tant judiciaires que politiques, et aussi au niveau international? La question est de savoir qui fait quoi et dans quel cadre de référence. Je voudrais dire ici que le Luxembourg n'est pas le seul, d'abord, à être dans cette situation. Nous avons dans l'Union européenne des taxations, disons, pour dire le moins, très privilégiées, très avantageuses pour certains. Je pense aux Pays-Bas et à l'Irlande. Ça m'amène à évoquer le deuxième plan sur lequel on doit s'activer, donc le plan européen. Et le plan européen doit être en parfaite, de mon point de vue, en parfaite union et symbiose avec ce qui se fait au niveau international et notamment à l'OCDE. Le Luxembourg, pour dire quand même, pour compléter un peu l'image qui a été faite, a réagi. Et le principal expert de l'OCDE, notamment Pascal Saint-Amand, dit que le Luxembourg a fait des efforts considérables pour se conformer aux attentes de la communauté internationale. Donc, du législateur et de l'administration critiquée, le Luxembourg est en voie de devenir un élève modèle. Je termine en... Oui, tu peux rigoler. Non, parce que je suis curieux de savoir comment est-ce que nos députés qui ne sont pas luxembourgeois vont juger l'élève luxembourgeois. C'est pour ça que je souris, je suis curieux. Bah, s'ils ne sont pas d'accord avec moi, ils n'ont qu'à s'en prendre à Pascal Saint-Amand, qui est donc le pape de la taxation au niveau de l'OCDE. Ceci dit, et je terminerai là-dessus, lorsque le Luxembourg est cloué au pilori seul, au Parlement européen, il subit de plein fouet les appréciations négatives du Parlement européen. Quand il est critiqué ensemble avec les Pays-Bas, là, on arrive encore à échapper à une majorité qui nous écrase. Donc, le point de vue, si au départ, il y a une appréciation qui colle à la réalité, qui est pertinente, je dois dire aussi que dans ce dossier, il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup de partis pris. Merci. Et moi, j'espère qu'on arrivera à redresser l'image dans le sens de ce qui est en train de s'opérer. Et de ce point de vue, le Luxembourg est de loin meilleur que la réputation que d'aucuns veulent encore lui faire. Voilà. Et merci, M. Goerens. Je vous ai laissé parler plus longtemps aussi pour rattraper un peu votre temps de parole. Et je suis très curieux ce que Mme Delbos-Corfield a à dire sur l'élève luxembourgeois. Est-ce que vous avez un regard aussi tendre, si je puis dire, que là? Non, mais je ne vais pas m'étendre sur l'élève luxembourgeois parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il existe dans l'Union européenne un certain nombre de lieux qui sont ce que moi j'assimilerais à une forme de paradis fiscal. Il en existait encore plus avant puisqu'il y avait aussi les îles britanniques, mais avec le Brexit, voilà, et qui sont effectivement les Pays-Bas à côté de Luxembourg et l'Irlande. La question de cette non-harmonisation fiscale et du fait qu'une entreprise peut payer beaucoup moins dans un endroit, ça a deux effets. Un, ça veut dire que effectivement, ça peut amener le dumping social, c'est-à-dire qu'on va plutôt dans un lieu que dans un autre pour avoir des salaires moins chers ou pour avoir de la fiscalité moins chère. Et puis, surtout, ça fait perdre beaucoup d'argent à l'Union européenne qui pourrait servir au bien commun. Donc, c'est quelque chose qu'on doit régler au niveau européen et c'est drôlement risqué de s'y attaquer. C'est drôlement risqué aussi de s'attaquer. Ça a été dit auparavant, ça a été cité qu'il y a eu des assassinats en France. C'est aussi drôlement risqué de s'attaquer au système qui permet des assassinats en France, des assassinats en Union européenne, pardon. C'est aussi drôlement risqué de s'attaquer à des États qui, par exemple, donnent la citoyenneté européenne quand on obtient leur citoyenneté nationale par l'achat d'appartements ou de maisons. C'est le cas de Malte, de Chypre, de la Bulgarie, d'un certain nombre de pays. Daphne Caruana Galizia a beaucoup enquêté sur ces questions-là, elle en est morte. C'est aussi le cas, c'est risqué aussi quand on dénonce de la corruption au plus haut niveau de gouvernement, lié parfois à des mafias, comme la mafia italienne. C'est le cas, par exemple, de Jan Kuciak en Slovaquie. C'est les deux grands assassinats de journalistes connus. De manière générale, quand on dénonce
Et là, on a cité des exemples un peu durs, mais c'est vrai qu'encore une fois, on doit être vigilant dans tous nos États. Il n'y a pas d'État parfait, c'est pas vrai. Et tous nos États ont des failles qu'il faut savoir voir. Et encore une fois, quand on les... Et après, c'est aussi le monde des entreprises, c'est aussi le monde professionnel. Et de toute manière, donc l'exemple d'Antoine Deltour a été donné, de manière générale, il faut que tout le monde ait bien conscience qu'être un lanceur d'alerte, c'est prendre d'immenses risques sur sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Moi, je connais plus le cas de femmes françaises, notamment, il y a Irène Frachon, il y a Stéphanie Gibault, il y en a un certain nombre d'autres qui ont dénoncé, notamment dans le milieu pharmaceutical, des énormes scandales, des médicaments qui ont même fait du mal plutôt que de soigner. Et tous ces gens-là se voient après, et dans la fonction publique, il y en a eu plein, etc. Et tous ces gens-là se voient après perdre leur emploi, être attaqués par tous, parfois avoir leur vie personnelle et professionnelle extrêmement abîmée. Donc, être aux côtés des lanceurs d'alerte et ne pas permettre aux entreprises ou au monde professionnel, ou aux institutions, aux administrations de cacher les choses et d'enfoncer ces gens-là, c'est très, très important. Il y a un certain nombre de lois qui sont en train de se mettre en place pour défendre les lanceurs d'alerte et elles sont assez peu soutenues en général. Donc, c'est important, vous les jeunes, que vous ayez en tête qu'il faut soutenir ces lois-là et qu'il ne faut pas dire que le secret des affaires, par exemple, peut tout protéger. Merci, Madame Delbos-Corfield. Voilà, c'est bien comme ça. Je vous ai laissé rattraper aussi un peu le temps de parole où vous étiez un peu à la traîne. Benoît Lutjen, vous avez levé la main sur Zoom et je vous laisse réagir. Oui, mais pour expliquer à chacune et à chacun que l'Union européenne agit et concrètement via une directive pour protéger les lanceurs d'alerte. Il y a une directive qui existe et qui permet effectivement de les protéger parce que, comme ça vient d'être exprimé, souvent les lanceurs d'alerte, après, leur vie, elle est broyée. Donc, il y a des représailles par rapport à leur travail, par rapport à leur qualité de vie, par rapport même parfois à leur famille, leur entourage, etc. Et donc, la directive en tant que telle, elle doit être maintenant transposée dans les différents États membres de l'Union européenne. Il y a une dizaine, je pense, de pays qui l'ont déjà transcrit effectivement cette directive pour protéger ces lanceurs d'alerte. C'est le cas notamment en France, où je pense même que la loi française était anticipative par rapport à cette directive européenne de protection des donneurs d'alerte. Alors, la limite de la protection, elle doit être absolue, mais sort du champ d'application ce qui concerne notamment tout ce qui est secret défense ou secret médical. Là, la protection n'existe plus de la même façon, si je puis dire, mais je renvoie l'ensemble des élèves que je remercie vraiment très chaleureusement, que ce soit Iona ou les autres, de dire, OK, l'Union européenne agit concrètement pour les protéger, pour faire en sorte effectivement que ces lanceurs d'alerte ne connaissent pas des représailles, puisque près d'un tiers, je pense, d'entre eux qui ont effectivement révélé des scandales se sont trouvés dans des situations de représailles très importantes, notamment au niveau de leur fonction, de leur travail, de leur profession. Merci Benoît Lutjen. J'en profite pour peut-être poser une question de sondage à vous tous. Avant de revenir aux questions qu'on a sur Slido, la question qui a le plus de likes, on va y venir maintenant, mais la question de sondage que je voudrais vous poser, vous pouvez y répondre par oui ou par non. Est-ce que la presse est libre? Est-ce que vous considérez que dans votre pays, la presse, donc dans votre pays, Luxembourg, Belgique, France, la presse est libre? Oui ou non? Et après, on posera je choisirai quelques élèves au pif pour motiver leur choix. Donc, je reviens donc aux questions posées dans Zoom. Il y a une question de Johanna Garcias du EPF. Je pense que ce n'est pas une école luxembourgeoise, en tout cas. Je ne connais pas cette abréviation. Si, c'est l'école privée Fielchen. Ah, bon, c'est une école luxembourgeoise, l'ancienne école de Madame Wiesler, notre députée d'ailleurs. Alors, constatez-vous une augmentation des violations des droits de l'homme en raison de la pandémie? Pour cette question, je donnerai la parole à Sylvie Guillaume en première, après à Maria Arena et à Isabelle Wiesler. Sylvie Guillaume. Pardonnez-moi, mais vous avez posé quelle question? Parce qu'il y a un tel décalage entre les questions et le moment où vous nous donnez la parole pour répondre que… Ok. Alors, voilà. C'est la question qui a reçu le plus de likes sur Slido, de Johanna Garcia. Constatez-vous une augmentation des violations des droits de l'homme en raison de la pandémie? Bon, écoutez, je ne suis pas sûre de pouvoir mesurer s'il y a une hausse des violations des droits de l'homme, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup, moi, alertée s'agissant de la pandémie et de ses conséquences, c'est quand il a été question d'avoir des applications qui permettaient de
d'identifier les personnes qui pouvaient être porteuses du virus et d'alerter celles et ceux qui les avaient côtoyées. Sur le papier, ce n'est pas forcément une mauvaise chose de se dire je vais alerter un tel ou un tel, je suis cas contact, pour essayer d'éviter que la pandémie se diffuse. Mais en réalité, tout est une question de savoir si on adhère, si on accepte effectivement d'avoir un certain nombre de ces données personnelles qui sont utilisées. Donc la nécessité, s'agissant de ce cas particulier de la pandémie, sur lequel il faut agir, c'est que cette question de la protection des données personnelles soit effectivement prise en compte. Donc voilà, je réponds sur ce sujet-là moi je me suis beaucoup bagarrée contre la première application en France qui me semblait être extrêmement liberticide s'agissant des personnes et ne protégeait pas les données personnelles des personnes. Là maintenant, je ne suis pas forcément totalement rassurée sur l'utilisation qui sera faite après, parce que vous savez qu'il y a des enjeux financiers extrêmement importants et que les laboratoires internationaux regardent les données personnelles des gens avec beaucoup d'intérêt. Confère Israël, où il y a beaucoup de gens qui sont vaccinés, c'est un taux parfait, tant mieux pour eux. Le problème, c'est que c'est au détriment de leurs données personnelles qui ont été confiées au laboratoire. Donc, c'est une question très, très importante pour l'avenir. Merci. Maria Arena, la même question. Alors, oui, il y a eu des violations et surtout des violations dans les processus de décision. Et Sylvie Guillaume l'a dit tout à l'heure, on a des schémas aujourd'hui qui protègent beaucoup la question des droits de l'homme, mais par le biais de l'urgence sanitaire, eh bien, toutes ces protections ont été diminuées. Par exemple, la liberté de manifester. Eh bien, aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas se réunir, on empêche les manifestations. Or, par exemple, si on prend les manifestations pour le climat, c'est par le biais des manifestations qu'on a pu sensibiliser l'opinion publique à cette question climatique. Et donc, oui, on prive les individus d'une expression pour des raisons sanitaires et parfois, la raison sanitaire est un alibi par rapport à ces réunions parce qu'on peut très bien se réunir en gardant les distances, en ayant moins de contacts, donc c'est possible. Mais beaucoup de gouvernements utilisent les états d'urgence pour éviter qu'il y ait ces mouvements de contestation. Il y a pire, c'est-à-dire que là où il y avait déjà des régimes installés, si on prend la Pologne, la Hongrie, ils ont transféré le pouvoir qui était un pouvoir parlementaire à un pouvoir 100% présidentiel, c'est-à-dire où il n'y a plus de débat et qui n'est pas limité dans le temps. Et donc, on a vu que la question sanitaire a renforcé les régimes vers des systèmes beaucoup plus autoritaires encore qu'ils ne l'étaient avant. Merci Maria Arena. Et avant de donner la parole à Isabelle Wiesler, on m'a demandé à juste titre de donner plus de parole aux élèves. Excusez-moi, donc je vais essayer de le faire davantage. Garcia, Johanna, est-ce que peut-être tu peux expliquer ta question ou peut-être partager une impression que tu as, ou peut-être pas, sur une violation des droits de l'homme en raison de la pandémie, des observations personnelles auxquelles Isabelle Wiesler pourra réagir. Bonjour, merci pour répondre à ma question. Alors, ma question, elle était plutôt dans la direction dans laquelle elle a déjà été répondue, mais peut-être aussi si quelques affaires ont été ignorées à cause de la pandémie, en fait. Quelques affaires, c'est-à-dire si quelques événements d'actualité sont arrivés et qui n'ont pas eu de procès ou dans cette direction. Ouais. D'accord. Isabelle Wiesler, vous voulez répondre à Johanna Garcia? Oui, tout à fait. D'abord, je vais peut-être aller je vais faire le fil. Je voudrais dire d'abord que, tel que Maria Arena a mis l'accent sur, en fait, l'état de droit, c'est-à-dire que nous avons des législations et elles ont été mises souvent hors d'état à cause de la pandémie. C'est-à-dire que le contrôle démocratique qui est fait n'a pas toujours eu lieu à cause de la pandémie. Ça, c'était une première chose.
permettez-moi aussi de faire le lien avec la liberté de la presse. Et là, je rejoindrai aussi un peu la question de Johanna. La liberté de la presse a très nettement été diminuée dans ce cadre. Parce que les régimes autoritaires, c'était plus facile pour eux de faire taire les journalistes. Et d'un autre côté, je dois dire que notre propre presse a, pour faciliter le travail des gouvernements, automatiquement, c'est fait plus l'écho des gouvernements que des oppositions, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais c'est ce qui a été fait. Et donc, très concrètement pour Johanna, quand le focus est sur quelque chose d'aussi grave, d'aussi important que cette pandémie, le reste passe beaucoup plus dans l'ombre et automatiquement a moins de visibilité. Et si je peux me permettre seulement un point, parce que je crois que ça intéresse vraiment les élèves, c'est qu'il y a eu aussi, à cause de cette pandémie, un très, très grand recul de la scolarisation dans les pays en voie de développement. Quelque chose de très grave, et il va falloir vraiment qu'on rattrape le temps perdu. Merci Isabelle Wiesler. Je reprendrai une question du lycée Pierre Méchain. Peut-être vous pouvez vous préparer à lire et peut-être donner aussi quelques pistes pourquoi vous posez cette question. Donc choisissez un ou une élève pour votre question qui a reçu 13 likes, l'argent des grandes entreprises, cette question-là. Petite remarque, posez pas des questions anonymes parce qu'on voudrait quand même bien vous donner la parole. Donc, si vous posez des questions, mettez vos noms et votre établissement, c'est plus sympa pour tout le monde. Et essayez de vraiment poser des questions qui sont vraiment en lien avec le sujet. C'est pour ça, voilà, je n'ai pas choisi la question maintenant qui est en deuxième ou troisième position, mais cette question du lycée Pierre Méchain que je vous laisse poser à Charles Goerens et à Madame Delbos-Corfield. Vous avez la parole. Lycée Pierre Méchain. Qui veut lire la question? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Dorian Hanon et ma question était de l'argent des grandes entreprises et l'influence de certaines religions permet-elle une censure médiatique et politique plus importante dans l'Europe, comme par rapport avec Charlie Hebdo avec ses événements, ou certaines grandes entreprises qui permettent une censure par rapport à leur méthode de traitement ou de fabrication un peu illégale, par exemple. Merci. Charles Goerens. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question parce que la voix était tellement voilée. Je répète la question, enfin j'essaie de la résumer. La question était-elle de savoir si les grandes entreprises peuvent exercer une influence néfaste sur le choix des rédactions, par exemple, c'est ça? Ou les religions aussi, mais peut-être je redonne la parole à l'établissement. Oui, tout à fait, c'est ça. Est-ce que la religion et puis les grandes entreprises, grâce à leur argent, permettent une influence sur la censure par rapport à des pratiques ou bien à des idéologies particulières? Charles Goerens, merci. Les grandes entreprises, en général, jouent un rôle important. Elles possèdent souvent d'importants groupes de presse. Dans certains cas, c'est salutaire, notamment si des grandes entreprises possèdent des groupes en Hongrie ou en Pologne. En Pologne, on voit par exemple que les grands groupes qui possèdent des journaux protègent plutôt la liberté de la presse, alors que la Pologne voudrait nationaliser ou faire revenir ces groupes de presse sous le giron exclusivement polonais pour mieux pouvoir opprimer la presse locale. Donc, le rôle des entreprises peut être responsable. Dans ce cas, il l'a été. Mais je crois que la plupart des groupes, des holdings sont bien inspirés de ne pas intervenir ou de ne pas interférer dans le choix rédactionnel. Quant aux religions, c'est plus difficile et je donnerai une réponse extrêmement nuancée. Je disais tout à l'heure que la loi permet la foi, mais ce n'est pas la foi de faire la loi. Bien entendu, on ne voit nulle part en Europe que la religion fasse
la loi, mais néanmoins, elle a un poids écrasant sur le comportement de ses adhérents. Et ces adhérents peuvent exercer, le cas échéant, une pression telle que certains professeurs n'osent plus, dans les lycées, évoquer notamment le cas de Charlie Hebdo, de parler de caricatures. Et là s'installe petit à petit une autocensure que je qualifierais d'extrêmement dérangeante, pour dire le moins. Merci. Madame Delbos-Corfield pour la même question. Oui, il y a dans un certain nombre de nos États membres, il y a une concentration des médias dans les mains de quelques grosses entreprises, de quelques gros PDG, qui peut avoir une influence sur les lignes éditoriales. Donc, il y a effectivement, quand ils s'en mêlent, quand ils rentrent dans les conseils d'administration et qu'après, dans les comités éditoriaux de ces journaux, ils empêchent la diffusion, si c'est une télé, de certaines émissions à la radio ou de certains articles dans les journaux, ou s'ils demandent à ce qu'on ne parle pas de certaines choses, oui, ça peut avoir une influence néfaste. Effectivement, je crois que ça a été bien dit par mon collègue, c'est qu'il y a un équilibre après avec, par contre, la censure d'État. C'est toujours dans ce lien-là, dans cet équilibre-là qui est compliqué. En Hongrie, ce qu'on a pu voir, c'est que toutes les entreprises que des proches du Premier ministre Viktor Orban avaient achetées et avaient ensuite changé complètement la ligne éditoriale, viré les journalistes qui disaient des choses qui ne leur convenaient pas, ont ensuite redonné ces entreprises, grosso modo, à une structure créée par Viktor Orban qui est complètement opaque, où on ne sait pas ce qui se passe. Donc parfois, les liens entre oligarques et gouvernement sont très, très proches. Il me semble, un très bon exemple, c'est aussi de faire vivre la liberté de la presse par nos propres moyens. Sur Internet, c'est assez intéressant le travail ce qu'on appelle les pure players, c'est-à-dire de médias qui décident de ne vivre que de ce que leur payent leurs lecteurs, pareil pour les radios, etc., parce que ça permet effectivement d'être indépendant et du monde de l'entreprise et du monde politique. Sur les religions… Dernière phrase, oui. Dernière phrase, allez, parce que vous êtes en retard. Il y a une oppression qui s'exerce par la violence. C'est des exemples qu'on connaît peut-être mieux chez nous, effectivement, notamment la violence du fanatisme islamique. Il existe aussi, effectivement, une tentative d'influence, par exemple, par les milieux traditionnels catholiques très forts, notamment pour une régression des droits des femmes dans les pays de l'Est. Et là, il y a beaucoup d'argent qui est mis pour, effectivement, faire du lobby sur ces questions-là, pour que tous les droits des femmes et les droits des LGBTI puissent régresser. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on a encore un sondage ouvert sur la liberté de la presse dans vos pays. On va y revenir après la question que Louise du Lunster Lycée Junglinster au Luxembourg veut vous poser. Louise, est-ce que tu es connectée? Est-ce que tu peux poser la question à Maria Arena et Benoît Lucci? Jonathan, je pense que le Lunster Lycée, il a déjà dû nous quitter. Ah, d'accord, ça c'est très dommage. Bon, je vais quand même reprendre, comme le débat est enregistré, je vais donc lire la question du Lunster Lycée de Louise. À partir de quand quelqu'un abuse-t-il de la liberté d'expression d'après vous et comment punir cette personne? Maria Arena, quelles sont les limites? Mais tout d'abord, il y a les limites légales, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la liberté d'expression est garantie à partir du moment où elle n'entame pas la liberté de quelqu'un d'autre. Et donc ça, c'est vraiment inscrit dans la loi. Et donc il y a les propos racistes qui peuvent être condamnés. Il y a aussi la question de la diffamation qui existe aussi dans la loi. Et donc il y a des règles, il y a des lois qui existent et qui garantissent la liberté d'expression, mais qui garantissent aussi que cette liberté d'expression ne puisse pas nuire à autrui. Et c'est l'équilibre qu'il faut systématiquement trouver quand on travaille sur cette liberté d'expression. Et ça peut évoluer évidemment en fonction des contextes dans lesquels nous vivons. On a parlé tout à l'heure des lanceurs d'alerte. Jusqu'à présent, et on y travaille au niveau européen, ces lanceurs d'alerte n'étaient pas protégés parce qu'ils divulguaient une information qui était considérée comme une information appartenant à l'entreprise dans laquelle ils appartenaient, ils travaillaient. Et donc, on a, dans le cadre de la loi européenne, garanti qu'il puisse y avoir une protection si effectivement cette information était divulguée pour l'intérêt général. Et donc, il y a vraiment tous des mécanismes qui permettent de faire évoluer le débat pour que cette liberté d'expression ne soit pas finalement
juste quelque chose qui soit hors cadre et qui risquerait de nuire elle-même à la liberté d'expression. Et donc pour moi, il n'y a pas de limite fixée de manière intangible et qui ne puisse pas évoluer, mais aujourd'hui, des cadres existent et il faut pouvoir les respecter. Merci. Benoît Lutjen pour la même question. Oui, très rapidement, la liberté d'expression, elle est limitée par toute une série d'éléments qui concernent notamment la diffamation, qui concernent le racisme, ça vient d'être exprimé. Je crois que le véritable enjeu aujourd'hui, il se trouve sur le net en la matière. Certains ont l'impression que parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, toutes ces lois n'existent plus. On peut devenir raciste sur les réseaux sociaux, on peut faire preuve de diffamation à l'égard de son voisin ou d'autres personnes. Non, je suis désolé, mais pourtant, il y a une réalité derrière. Je vais vous donner un exemple très rapide. Nous avons un député CDH qui s'appelle Monsieur Compagnie, Pierre de son prénom, qui, il y a quelques années, était attaqué pour sa couleur de peau de façon totalement odieuse, en le traitant de singe, etc. Des choses qui sont absolument abominables et odieuses. En Belgique, moi, j'ai déposé plainte. J'étais président du CDH à l'époque. Il m'a été répondu par le procureur du roi que, malheureusement, si on devait poursuivre tous ces propos sur Internet, ce n'était pas possible pour la justice. Et donc, c'était plus grave à ses yeux que d'ouvrir la fenêtre d'avoir des propos racistes. Ça, on poursuivait, alors qu'il y a peut-être 5 personnes qui l'avaient entendu. Quand on dit que le diffuser sur les réseaux, ça restait possible, en tout cas toléré par la justice, par manque de moyens. Donc, il y a vraiment tout un travail très important. La liberté d'expression, ce n'est pas raconter n'importe quoi, c'est limité effectivement par la loi et on doit faire rentrer ces éléments-là au niveau des réseaux sociaux pour faire respecter effectivement aussi la loi. La liberté d'expression, elle est par définition limitée par rapport à tous les éléments que je viens d'indiquer et je me joins évidemment à ce qui a été dit par Marie. Merci beaucoup, Monsieur Lutjen. Et les réseaux sociaux, ce sera le dernier sujet qu'on évoquera peut-être pour le dernier quart d'heure. Mais revenons d'abord au sondage qui a été posé. Moi, j'arrive pas, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à voir les résultats. Philippe, peut-être tu peux nous aider ou peut-être lire les résultats qu'on a, les pourcentages. Oui, volontiers. Alors, dis-nous. Donc, la presse est libre dans mon pays. Le oui, il a obtenu 40%. Le plutôt, il a eu 50%. Le plutôt non, il a eu 10% et le non, 0%. Et on a eu une participation de 61 spectateurs, spectatrices. Okay. Alors, je demanderai peut-être à un ou une élève qui a cliqué sur oui, de motiver son choix, de lever la main. Si vous voyez quelqu'un, dites-le moi. Est-ce que vous voyez quelqu'un, un élève, une élève qui lève la main pour motiver son choix? Faites signe dans Zoom, vous pouvez cliquer, lever la main. Ça ne semble pas être le cas. Sinon, je demande à mes collègues d'intervenir. Ou quelqu'un qui a mis plutôt oui aussi, si vous voulez. Plutôt oui. Bon. Donc, quelqu'un qui a mis plutôt non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mis plutôt non qui veut motiver son choix? Encore une fois, vous pouvez lever la main dans Zoom. Il reste à demander à ceux qui n'ont pas répondu pour voir s'ils veulent pas répondre. Voilà, merci Monsieur Lutjen. Sinon, on fait ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un élève, une élève qui veut interagir par rapport à cette question? Ou on continue? C'est pas grave, on peut continuer aussi. Bon, écoutez, on va continuer en vous posant une autre question et sur laquelle on va laisser réagir les élèves et les députés, bien sûr. On parlait des réseaux sociaux et je veux prendre un cas précis, un exemple précis. Alors, l'exclusion de Donald Trump des réseaux sociaux, Twitter, YouTube, Facebook, entre autres. Donald Trump ne peut plus rien poster sur ses réseaux sociaux. D'ailleurs, il n'a même plus accès à un compte Spotify. Il n'a même plus le droit d'écouter de la musique, ça soit pour l'anecdote. Est-ce que vous trouvez cette décision bonne ou est-ce qu'il s'agit d'un abus de pouvoir de ces réseaux sociaux? Donc, il s'agit, vous avez deux possibilités de réponse. Il y en a une qui vous manque ou plusieurs qui vous manquent. Vous pouvez lever la main aussi et dire que vous n'êtes pas content, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, cette question, elle est déjà sur Slido. Et peut-être directement, comme il y a le temps qui court, est-ce qu'il y a déjà des élèves qui veulent réagir spontanément
Ah, Madame Guillaume doit décrocher. Est-ce que vous avez, Madame Guillaume, est-ce que vous avez le temps encore de dire 2 mots d'au revoir et peut-être une... Parce que là, je voulais vous donner la parole parce que vous étiez à la traîne, ou est-ce que vraiment vous deviez nous quitter immédiatement? Oui, dites-moi. Est-ce que vous avez encore, parce que j'ai vu votre message, est-ce que vous avez encore Oui, une ou deux je minutes dois. Oui. pour partager une dernière pensée, parce que je voulais vous laisser intervenir maintenant, parce que vous étiez un peu à la traîne par rapport au temps de parole. J'ai pourtant essayé de ne pas l'être. Écoutez, simplement d'abord vous féliciter sur le format. Il y a sans doute deux, trois petits éléments encore à finaliser parce qu'on est beaucoup à intervenir et donc du coup on a un peu du mal à se tenir les uns et les autres à si peu de temps. Mais finalement, moi je termine sur 2 mots qui me semblent importants dans toutes ces notions qui ont été abordées. Je ne vais pas répondre sur la question de Trump parce que ça serait trop long. Je veux juste insister sur le fait qu'il faut qu'on continue de progresser au sein des institutions européennes et avec nos partenaires sur la question de la transparence, qui est une des clés dans tous les domaines qu'on a évoqués tout à l'heure. Et donc ça oblige notamment à avoir des corps intermédiaires, associatifs, syndicaux, ONG, qui soient plus puissants et qui soient mieux valorisés dans le mode de décision. Et puis aussi de continuer de réglementer la question des lobbies, parce que dans tous les sujets aussi qu'on a évoqués depuis le début de cet entretien, il y a besoin d'une régulation supplémentaire pour éviter que ces groupes d'intérêt ne soient trop présents, ou en tout cas n'aient une influence indue sur un certain nombre de décisions. Voilà, merci et désolé d'avoir abouti. Merci Madame Guillaume. Revenons au sondage. Quels sont les premiers chiffres, Philippe? Alors, cette fois-ci, on a en fait permis des commentaires. réponses, des commentaires. Oui, voilà. Voilà. Et jusqu'à maintenant, je vois, ah oui, il y a 18 commentaires déjà. Ouais. Et jusqu'à maintenant, je n'ai vu aucun commentaire qui dit que ce n'était pas bien. C'est bien fait, décision positive, car il servira d'exemple, il reste un citoyen comme les autres. Si l'utilisateur était bien dans le but de nuire, oui, c'est une bonne décision. C'est une décision positive, c'est un bon choix, je trouve que c'est une bonne chose. Abus du pouvoir. Bon, en tout cas, je vois que les élèves sont très positifs, félicitent les réseaux sociaux d'avoir pris cette décision. Mais est-ce que ce n'est pas aux États de prendre cette décision? C'est une question que je pose aux 5 députés restants. À tour de rôle, Benoît Lutchen qui lève la main, Charles Goron, ça fait avant, Maria Arena aussi qui réagit, Isabelle aussi. Alors, on va commencer, allez, ladies first. Isabelle Wiesler, Maria Arena, Madame Delbos-Corfield, et après nos deux hommes. Isabelle. Merci beaucoup. Les États n'ont pas réagi. Donc, l'État n'a pas réagi. Donc, j'estime que c'était une très bonne chose que son compte Twitter ait été bloqué. Par contre, je suis tout à fait d'avis que c'est aux États de prendre les décisions qui doivent être prises à ce niveau-là. Ça devient très dangereux, vraiment très dangereux, quand ce sont des firmes qui prennent les décisions de savoir à qui on coupe la parole et à qui on ne la coupe pas. Donc, pour moi, ça, c'est très, très clair. Et je dois dire qu'il faut que nous soyons à même de légiférer et de trouver les solutions qui ne seront jamais faciles, mais de trouver les solutions ça veut pour dire réagir que à cela. Je les dois réseaux dire aussi, sociaux ne peuvent plus être des entreprises, entités privées, mais peut-être d'État. Serait-ce une solution? Je ne pense pas qu'on en arrivera là. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Par contre, ce qui est nécessaire, c'est que comment cela fonctionne, ça doit pouvoir être contrôlé par le pouvoir démocratique. Nous avons ici des algorithmes qui ne sont absolument pas ouverts. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas comment les choses sont diffusées. On sait que les réseaux sociaux ont fait des millions sur les tweets de Donald Trump qui étaient des tweets absolument non conformes à ce que nous pouvons imaginer pour une défense de la démocratie. Donc, des choses dans ce genre-là ne peuvent pas, ne doivent pas
continuer à avancer. Je ne sais pas si d'autres ou si des élèves ont vu hier dans le festival du film, il y avait le documentaire avec Marie Harris, qui a été montré sur ce qui s'est passé aux Philippines et qui montre comment, mais on le sait, le film nous rend sensibles, mais nous savons que nous avons tous les messages qui sont des messages négatifs, les mensonges, les violences, tout ce qui a à voir avec le sexe, est beaucoup, beaucoup plus diffusé que les autres messages. Donc, un message qui est honnête, sincère, a beaucoup plus de mal à s'imposer sur le net que les messages qui ne le sont pas. Et ça, c'est des choses que nous devons absolument contrôler. Pardon. Entendu. Merci, Madame Wiesler. Vous faisiez allusion aux questions de respect des genres, respect des femmes. Je sais que ce sont des sujets sur lesquels Madame Delbos-Corfield travaille. Donc, je vous donne la parole maintenant et après à Maria Arena. Madame Delbos-Corfield, je vous laisse réagir. Oui, effectivement, je crois qu'Isabelle l'a dit, la grande question, c'est celle de la transparence des algorithmes. Je voudrais juste que les élèves prennent bien conscience que c'est une fois qu'il n'était plus président des États-Unis et qu'on en était bien sûr qu'il y a eu ce grand élan courageux des réseaux sociaux de le censurer. Ce n'est pas par hasard. Et c'est ça la problématique. La problématique, c'est quand on censure, comment, pourquoi tout d'un coup, quand il est un peu moins puissant, on ose enfin le censurer alors qu'on ne l'a jamais fait avant. Et ce qui est effectivement nécessaire, c'est des institutions. Alors en ce qui nous concerne, parce que nous, on ne s'occupe pas des États-Unis, au niveau de l'Europe, c'est des institutions qui puissent, dans chaque État membre comme au niveau européen, effectivement, demander des comptes à ces grands réseaux sociaux, aux sites web, à tous ces grands organismes qui sont parfois encore plus puissants financièrement et de par leur place dans le monde entier que les États, et de leur dire comment vous décidez qui parle et qui ne parle pas, comment vous mettez en avant un tweet et pas un autre. Tout ça ne vient pas par la magie. Il faut bien comprendre que si un tweet vient en avant, ce n'est pas par magie. Donc, il y a des choix derrière ça. Ces choix, ils sont faits par des êtres humains, mais le plus souvent par des algorithmes. On n'a aucune idée comment ces algorithmes sont faits, mais ce qu'on sait pour le peu qu'on a réussi à étudier, c'est que ces algorithmes, ils ont été pensés, imaginés pour caricaturer par des hommes blancs très éduqués d'un certain âge. Donc, ils vont avoir tendance à ne pas considérer ce qui va venir d'une femme, ce qui va venir d'une femme qui a une couleur de peau qui n'est pas blanche, encore moins, etc. etc. Donc, c'est le lieu d'immense discrimination. Donc, c'est important que même au plus haut niveau, on puisse ne pas dire n'importe quoi. Donald Trump a dit des tas d'horreurs sur des femmes, sur les homosexuels, sur les noirs. Il a dit des choses incroyables sur la maladie, sur le Covid, et jamais rien ne s'est passé. C'était très grave. Il faut ne pas pouvoir à ce plus haut niveau dire des choses graves. Voilà. Merci, Charles Goerens. Non, Maria Arena, pardon, excusez-moi, après Charles Goerens. Alors, je vais être rapide parce que je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit précédemment par mes deux collègues. Quand il y a eu l'arrivée de la télévision, de la radio, on a mis en place des dispositifs qui sont le Conseil de l'audiovisuel, par exemple, dans lesquels l'État définit un certain nombre de règles par rapport à ce qui est diffusé, à quelle heure, quel type de publicité. Et donc, il y a vraiment des règles qui sont établies. Ces règles n'existent pas aujourd'hui en ce qui concerne les réseaux sociaux. Et c'est bien à l'État de définir les règles qui permettent à un réseau social de diffuser ou de ne pas diffuser, mais que ce soit effectivement transparent. Et je partage l'idée des algorithmes, et donc je n'en dirai pas plus. Merci. Merci, Charles Goerens. Oui, merci. Je crois que la décision de Twitter de bannir Trump de son réseau est un monument d'hypocrisie. Pour la simple raison que le poids des contre-vérités, des mensonges et des diffamations profanées par Trump au cours de son mandat était tel que tout le monde le savait depuis le début de la prise de son mandat et même pendant l'élection. Alors, couper court à cela soulève quand même quelques questions. Qui doit être l'autorité compétente? Laisser cela aux soins de Twitter, c'est extrêmement hasardeux. Donc, je crois qu'il faut réguler en la matière. Il va falloir s'orienter sur une prise de décision réfléchie ensemble non seulement par les États-Unis, mais aussi par nos démocraties occidentales. Et je crois qu'une bonne opportunité nous sera offerte par la conférence que Biden entend engager sur le futur de la démocratie.
Si les États-Unis ont résisté à la quasi-dictature de Trump et qu'un changement politique a été possible, c'est grâce à la résilience des institutions politiques et avant tout judiciaires en place dans ce pays. Merci. Sinon, on aurait été parti pour la gloire. Donc, je crois qu'il faut rester extrêmement vigilant, mais c'est à l'affaire publique réguler ce qui doit être permis ou non dans la sphère publique, et il faut faire très attention de ne pas tomber dans le travers de la censure. Merci Benoît Lucen pour la même question. Première réaction, Twitter, Facebook, etc. ont entendu effectivement que Donald Trump ne soit plus président pour agir. Donc je rejoins ce qui était dit par Charles, c'est la pure hypocrisie de leur part. Hein. Et ça montre aussi le lien entre le pouvoir et les GAFA, et ça doit nous interpeller au plus profond de nous-mêmes. Il y a d'autres chefs d'État aujourd'hui, dernièrement, qui ont posté des tweets tout à fait ignobles. Je pense notamment à l'ex-premier ministre de Malaisie, qui a appelé quelque part au meurtre, avec des conséquences notamment sur le territoire français. Il a fallu beaucoup de temps avant que ce tweet ne soit retiré, et son compte est toujours actif aujourd'hui. Plus largement, ça montre la faiblesse de l'Europe par rapport au numérique. L'enjeu du numérique, des nouvelles technologies, la maîtrise du numérique, et avoir une stratégie en Europe pour aussi avoir un groupe européen suffisamment puissant permettrait quand même de nous protéger un tout petit peu. Sinon, on est effectivement soit face à des GAFA qui sont chinoises ou américaines, qui ne connaissent pas tout à fait les mêmes règles démocratiques, en tout cas je parle pour la Chine, que nous. Alors il y a du travail qui est réalisé au niveau européen en la matière. On doit pouvoir, il y a notamment le règlement sur le numérique qui était présenté par Thierry Breton, commissaire européen. Et plus globalement, on doit travailler pour qu'effectivement, au niveau européen, nous ayons des règles, des droits, des obligations, des garanties pour tout un chacun. Ce ne sont pas les GAFA en tant que tels qui doivent mener la loi. Et par ailleurs, leur responsabilité, pour moi, doit être engagée s'ils laissent publier des messages de haine qui ne correspondent pas à nos valeurs démocratiques, qui ne correspondent pas tout simplement à la loi. Et donc, il y a tout un travail qui doit être réalisé sur le plan démocratique en la matière. Je vous remercie. Merci. On avait justement une question ouverte aussi pour les élèves, et le plus de réponses étaient les gouvernements, les États ou les réseaux eux-mêmes. Donc là, ça reste un peu partagé. Bon, il y avait aussi quelques questions comiques. C'est aussi bien de rigoler. Je ne sais pas si les Schtroumpfs seraient capables de légiférer en la matière. Une question qu'on a eue, que peuvent faire les élèves pour défendre la liberté d'expression? Alors maintenant, il y a un petit défi que je vous impose. Il faut qu'on se quitte à midi. Je vous donne seulement une phrase pour répondre. On va commencer par Isabelle Wiesler. On continuera par Maria Arena, Charles Goerens, Gwendoline Delbos-Corfield et Benoît Lucen. Que peuvent faire les élèves? Vous avez seulement une phrase pour répondre. Et après, on se quittera. Isabelle Wiesler, la dernière parole. S'informer. Merci, très bien. Maria Arena. L'esprit critique. Ça fonctionne du tonnerre, je suis content, merci. Monsieur Goerens. Rester hyper alerte, critique et responsable. Benoît Lucen. L'esprit critique, le développer chaque jour. Et Madame Delbos-Corfield. S'informer, je suis désolée, je vais être un tant soit peu plus longue, et notamment sur ce que font les femmes. Vous n'avez présenté que des hommes lycéens et lycéennes. Il y a plein de femmes journalistes et plein de femmes lanceuses d'alerte. Allez regarder ce qu'elles font. C'était un peu triste pour moi que vous ayez présenté 4 hommes. Par contre, il faut que je dise que c'était des choix individuels, donc ce n'est pas des choix collectifs. Par contre, on avait 4 députés femmes, 2 députés hommes, donc on s'est un peu rattrapé par rapport au quota des députés. On fait de notre mieux, mais on ne peut pas tout assurer non plus. Merci aux députés d'avoir participé à cet échange. Merci à vous. Tolérance aussi pour les problèmes techniques qu'on a eus. Un grand merci à mes collègues en Belgique, à Chantal Guénen, à Yvonne Nonan, ma collègue en France. Merci à Marco Juge qui a géré la régie, la technique, à Philippe Ternès pour la gestion de Slido. Et surtout, un grand merci aux établissements, aux professeurs, aux élèves pour cet échange très interactif, très dynamique. C'était très chouette et je pense que c'est une forme d'échange qu'on gardera, peu importe si le Covid
peu importe du Covid. Ça, je pense que c'est une point qu'on gardera. Un grand merci. Restez en bonne santé et à bientôt.